Hello, hello! Bienvenue dans la saison 6 de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 grands ados et complètement accro au voyage. Dans ce podcast, on tord le cou à cette idée folle que voyager avec des enfants, ça ne sert à rien puisqu'ils ne s'en souviendront pas. Mais que nenni! Et mes invités le prouvent chaque semaine. Ici, on parle voyage à pied, à vélo, en voiture, en camping-car. Les parents voyageurs partagent leurs itinéraires et racontent leurs activités avec les enfants, les spécialités locales à savourer, les galères à éviter et même leur budget. De quoi vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. Allez hop, nouvelle conversation. Un défi hors du commun, une course contre la montre pour graver des souvenirs inoubliables. C'est l'histoire d'une famille extraordinaire, Edith, Sébastien et leurs 4 aventuriers, Mia, Léo, Colin et Laurent. Un jour, Edith décide de partir faire le tour du monde. Pourquoi ? 3 de ses enfants sont atteints de rétinite pigmentaire, une maladie qui les prive lentement de la vue. Alors, ils ont fait le choix de l'aventure, de la découverte et de l'émerveillement. Des paysages à couper le souffle, des couchers de soleil flamboyants, des animaux étonnants, ils cherchent la beauté partout pour remplir les yeux de leurs enfants de merveilles. Peu importe les défis, l'important est de leur en mettre plein la vue. Préparez-vous à un voyage en famille hors du commun, un témoignage d'amour et de soif de découverte, une aventure pas comme les autres où chaque étape est une leçon de vie. Allez, c'est parti pour un voyage qui en a mis plein les yeux à Edith, Sébastien, Mia, Léo, Colin et Laurent. Hello Edith! Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves? Parce que tu n'es pas tout près de chez moi. Moi, je suis à Montréal. En fait, plus précisément à Boucherville, qui est sur la rive sud de Montréal. Avant de partir pour le très beau voyage que tu vas nous raconter, est-ce que tu peux nous présenter ta famille et nous dire le type de voyageur que vous êtes? On est une famille avec 4 enfants. Donc, il y a moi, Edith, la maman. Mon conjoint s'appelle Sébastien. Il est comptable de formation. On a 4 enfants. La plus vieille, c'est Mia, qui a aujourd'hui 14 ans. C'est un peu la deuxième maman de la famille parce qu'elle vit avec 3 petits frères. Donc, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est bien habituée de prendre sa place. Ensuite, il y a Léo qui a 12 ans. Lui, c'est notre rayon de soleil. Il est toujours de bonne humeur, avec beaucoup d'énergie, un petit peu trop d'énergie parfois. Le 3e, c'est Colin, qui a 9 ans. Lui, c'est un peu notre schtroumpf à lunettes. Il est très sportif, mais très schtroumpf à lunettes. Un peu sérieux. C'est le sérieux de la famille, bien rangé, bien toujours en focus. Et il y a un sens de l'humour assez drôle, en fait. Et le petit dernier, qui a 7 ans, c'est Laurent. Et même s'il a 7 ans, c'est pour toujours le bébé de la famille. Puis il est tellement mignon avec ses grands yeux et c'est notre mitraillette à questions parce qu'il pose 1000 questions à la minute. Donc, en voyage, c'était parfois lourd. C'est les questions sans fin. Mais bon, c'est beau de voir sa curiosité. Et puis, c'est le propre du voyage, d'ouvrir sa curiosité. Et alors, c'est sûr que quand il faut répondre à des questions toutes les 3 minutes, voilà. Ça peut être fatigant au bout d'un moment. On se relayait, tu sais, Sébastien et moi, surtout quand on avait des grandes promenades à faire. C'est comme, OK, je fais la première demi-heure et après, c'est toi pour reposer un peu. Ça fait combien de temps que vous voyagez avec les enfants? En fait, Sébastien et moi, on a toujours voyagé. Avant d'avoir des enfants, les enfants sont arrivés, on a continué à voyager. C'est seulement qu'il y a un enfant qui se rajoutait comme ça tous les 2 ans. En fait, on faisait des voyages, mais c'était des voyages à chaque année. C'était pas des longs voyages comme ça. Mais on n'a jamais, quand les enfants sont arrivés, on n'a jamais arrêté de voyager. Et est-ce que vous êtes plutôt voyage route ou hyper organisé? Route. Vraiment. Sébastien, c'est le planificateur en chef. Donc, lui, il planifie bien, mais il planifie en collectant de l'information. C'est pas en ayant tout réservé d'avance, mais il sait où il s'en va, il a pris plein d'informations. Et quand on arrive, on décide sur place ce qu'on veut faire. Et on essaie vraiment de voyager dans des guest house ou des endroits... on fait du camping. On aime vraiment pouvoir avoir un contact avec les gens. Donc, pour nous, les grands hôtels, c'est vraiment pas pour nous. Bon, à ses soucis, c'est cher, mais même si on avait les moyens, je pense qu'on voyagerait quand même de cette façon parce que c'est vraiment la meilleure façon de rencontrer les gens. Pourquoi vous avez changé de façon de voyager, donc de petits voyages à ce tour du monde? En fait, c'est qu'il y a 7 ans, on a eu un diagnostic pour 3 de nos enfants. On a appris qu'ils étaient atteints de rétinite pigmentaire, donc qu'ils allaient perdre la vue et c'est une maladie qui est incurable. Donc, on nous a suggéré de
remplir leur mémoire visuelle. Et on nous a suggéré ça en parlant de livres, de regarder des images dans les livres, de regarder des girafes, des éléphants. En fait, pour nous, ça a été le déclic de dire, on va aller leur remplir leur mémoire visuelle de façon intense. Donc, on est parti au départ, on devait partir 1 an et finalement, on a voyagé pendant 15 mois. Est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus sur cette maladie? Comment vous l'avez décelée ou en tout cas comment elle a fini par être diagnostiquée? Quand Mia avait 3 ans, Mia qui est ma plus vieille, elle, tu sais, la nuit, je voyais que quand elle se levait, elle se cognait dans les murs. Tu sais, je voyais que sa vision dans la pénombre était pas aussi bonne que la mienne. Mais comme c'était ma plus vieille, je me suis pas inquiétée tout de suite parce que, bon, tu sais, on se dit, elle est trop jeune ou c'est le développement normal de la vision. Mais j'en ai quand même parlé à l'optométriste. Puis je voyais qu'elle se posait des questions, elle a fait des examens, puis elle nous a recommandé d'aller voir l'ophtalmologiste. Et puis là, on a fait des examens. Ça a été très long avant d'avoir un diagnostic. Ça a pris presque 4 ans avant d'avoir un diagnostic clair. Parce que c'est une maladie qui peut pas vraiment, quand on regarde la rétine au début de la maladie, c'est pas nécessairement clair le diagnostic. Donc, il a fallu faire des tests génétiques et les premiers tests génétiques sont revenus négatifs. Donc, il a fallu faire un panel vraiment sur le génome qui a pris beaucoup de temps avant d'avoir des résultats. Donc, c'est au bout de 4 ans qu'on a eu le diagnostic. Mais une fois qu'on a eu le diagnostic pour Mia, ça a été plus rapide pour les garçons parce qu'ils savaient exactement quel gène aller vérifier. Et puis, on savait qu'ils avaient les mêmes symptômes. En fait, les 2 plus jeunes, c'est Colin et Laurent qui sont aussi affectés. Mais bon, tant qu'on n'a pas eu le verdict final, tu as toujours espoir. Alors voilà, c'était évidemment un grand choc, mais je crois qu'on avait besoin de se mettre en action, nous, pour se sortir du choc, en fait. Puis, le voyage, ça a été une magnifique façon de le faire. Vous avez mis combien de temps à l'organiser? C'est un peu compliqué parce que on avait assez bien organisé, mais on devait partir peut-être sur 1 an qu'on a vraiment planifié, mais on devait partir en juillet 2020. Fait que on avait acheté nos premiers billets d'avion, tout était planifié, notre itinéraire était dessiné au complet. Voilà, on n'a jamais pu partir. Donc pendant 2 ans, on a replanifié parce que on savait jamais, on se disait on va pouvoir partir dans 3 mois, puis de 3 mois en 3 mois, tu sais, fait qu'on on l'a replanifié des centaines de fois pour au final se dire OK, ça y est, on arrête, on partira quand on peut et on improvisera. Donc quand on est parti finalement en mars 2023 et c'était la fin de la vague Omicron. Donc on savait même pas quand on est parti si on allait être capable de partir 1 an. On savait pas s'il y aurait d'autres vagues, d'autres fermetures, on n'avait aucune idée. C'était un moment où les règles d'ouverture de pays, les frontières ouvraient, fermaient, ça prenait des requis de tests, de vaccins différents dans chaque pays. Donc, on est vraiment parti en se disant, on choisit le premier pays qui est ouvert, qui était le sud de l'Afrique, qui était plus ouvert parce que c'est eux qui avaient commencé la vague Omicron. Et on est parti là en se disant, on va improviser le reste du voyage. Donc, on est parti vraiment sans itinéraire. Donc, on avait beaucoup planifié, mais au final, on est parti sans planification. Et vous avez quand même réussi à recaler tous les pays que vous aviez envie de visiter ou vous avez vraiment improvisé en fonction des ouvertures? On a plus improvisé parce que, tu sais, notre itinéraire de départ, on commençait par la Russie, on faisait le transsibérien, donc déjà, ça partait mal. Il y avait des pays comme la Birmanie qu'on voulait absolument faire qui étaient plus possibles non plus. Un des pays qu'on voulait vraiment faire, c'est la Mongolie, qui lui était quand même calé parce que, bon, la Mongolie, ça se visite bien à peu près 2 mois par année parce qu'après, ça devient assez froid. Alors, c'était le seul qui était vraiment posé dans l'itinéraire qu'on avait réservé. Le reste, on a improvisé. Donc, il y a des pays qui se sont rajoutés, des pays qu'on a décidé de sauter à la dernière minute, des pays qu'on n'a pas fait du tout. Donc, mais on a eu une expérience extraordinaire, donc j'ai aucun regret. J'avais presque envie de dire, finalement, peu importe les pays, c'était pas ça l'important, c'était, de faire ce grand voyage, et de découvrir tout ce que vous aviez à découvrir. C'est exactement. C'est ce qu'on a réalisé aussi, c'est que, tu sais, peu importe où on va, peu importe le pays, il y a des choses extraordinaires à voir partout, il y a des gens extraordinaires et il y a un côté beaucoup plus magique à se laisser porter par l'aventure qu'à tout planifier. Tu sais, si je planifie d'aller voir Angkor Wat, par exemple, et je vais absolument le voir, tu sais, j'arrive à Angkor Wat, je vois Angkor Wat, il n'y a pas l'effet de surprise, d'émerveillement. Tu sais, oui, c'est extraordinaire et oui, on peut avoir un beau voyage, mais c'était planifié, on l'a réalisé. Versus des aventures qu'on n'a jamais vues venir, qui nous sont proposées à la dernière minute et on dit, oui, pourquoi pas. Puis là, on vit une aventure extraordinaire, on n'avait aucune attente. Et il y a un côté magique qui, tu sais, qui pour moi est beaucoup plus
apporte plus, en fait. Est-ce que tu peux nous citer les pays que vous avez visités, sans rentrer dans le détail, juste pour qu'on essaye de suivre mentalement la carte de votre tour? Ouais, alors on est parti en Namibie, ça a été le premier pays, et ensuite on a traversé l'Afrique par voie terrestre. Alors on a fait la Zambie et la Tanzanie. Après, on a fait une escale en Turquie, une escale d'1 mois. En chemin vers la Mongolie, on a eu tout un changement de décor. On s'est retrouvé en Indonésie après la Mongolie. Puis, on a remonté l'Asie du Sud-Est tranquillement. Donc, on a fait la Malaisie avec un saut à Bornéo, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos. Ensuite, on est allé au Népal, en Égypte, à Oman. Après, on est revenu à la maison pour finir l'année scolaire. Donc, on a passé 2 mois à la maison. Puis, on est allé en Équateur et en Colombie pour terminer le voyage. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Ben non. Waouh! Ça fait rêver, rien que d'écouter le nom de chacun de ces pays. Eh ben, on part au début. Alors l'idée, c'est pas de raconter, jour par jour, évidemment, ça durerait un peu trop longtemps. Mais est-ce que tu peux, pour chacun des pays, nous dire, ce que vous avez soit préféré, soit la grosse galère que vous avez pu avoir, si vous en avez eu, mais ce qui, toi, te reste, en tout cas, de chacune de ces étapes et surtout aussi avec le prisme des enfants, ce qu'ils ont particulièrement apprécié ou pas du tout, ça peut être marrant aussi. En commençant par la Namibie, mais surtout ce jour où vous arrivez en Namibie, ce premier jour de votre, super voyage, vous êtes comment? C'est quoi, l'état d'esprit, comment vous vous sentez? En fait, moi, le moment qui m'a le plus marqué au départ, c'est vraiment le moment où j'ai posé les fesses dans l'avion. Tu sais, après des mois, tu sais, ça faisait 2 ans qu'on planifiait, tu sais, on sortait de la pandémie, puis les derniers mois de préparatifs a été vraiment intense. L'organisation, en plus, on a dû s'isoler parce que, tu sais, on voulait pas attraper le COVID juste avant de partir et tout foutre en l'air. Donc, quand on a, tu sais, il y avait ce stress qui s'accumulait depuis des semaines, et quand je me rappelle d'avoir posé les fesses dans l'avion, c'était un mix entre le stress qui part, mais en même temps, cette espèce de le vide qui est devant soi. Tu sais, mais c'était une excitation. Je vais toujours me rappeler de ce moment. Vraiment, c'était enfin. C'est comme donc le stress tombe, puis l'excitation commence, et là tu regardes devant toi et c'est une page blanche. Tu sais, il y a plein de projets, mais tu n'as aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. Même à l'arrivée, tu te dis ben là, je m'en vais en Namibie, j'ai aucune idée dans quoi on s'embarque. Mais ouais, ça a été un moment extraordinaire. Un peu, je me sentais un peu comme, tu sais, quand on va sur le tremplin, sur une piscine, sur le haut tremplin, là, tu as les orteils sur le bout. Et là, je venais de sauter. Là, j'étais, allez, je peux plus reculer. Un moment suspendu. Quand on est arrivé, il y a eu du retard, il a fallu faire un escale. Nous, c'était comme 13 heures d'avion. Puis après un autre vol, on était sur le décalage. Donc, les premiers jours se passent vraiment dans une espèce de brouillard. Puis on l'avait prévu, donc les 3 premiers jours, on s'était posé à l'hôtel à Windhoek en Namibie, et puis on n'avait rien de prévu. C'était vraiment pour s'organiser, il fallait louer la voiture. Donc, tu sais, tranquillement, on apprivoisait la nourriture. Donc, on a vraiment pris ça très tranquille pour les premiers jours, et je suis bien contente de l'avoir fait comme ça. Une fois que ces 3 jours sont passés, ça y est, vous êtes prêts et fin prêts à découvrir, ce pays. Qu'est-ce qui te reste de la Namibie? Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce pays? Tout. Tu sais, on a loué une voiture et on était en camping, et les grands espaces, les paysages extraordinaires. Tu sais, tant le désert, il y a beaucoup de paysages. Et on a fait des safaris aussi, mais je crois que c'est plus le désert et les paysages, ces espèces de grands espaces. Je crois que pour toute la famille, c'est quand même un des pays coup de cœur à la Namibie. C'est tellement riche, justement, en diversité de paysages, et surtout très différent de ce qu'on connaît. Nous, qui sommes habitués aux lacs et aux forêts, là, de se retrouver dans le désert, dans des grands espaces comme ça, avec la mer froide. Vraiment, on a adoré la Namibie. Et je me rappelle, après, on a fait 5 semaines en Namibie, parce qu'à ce moment-là, on savait pas encore, on avait encore la crainte que la COVID puisse tout arrêter. Je me rappelle de m'être dit, tu vois, même si le voyage devait s'arrêter aujourd'hui, je serais comblée. On dirait que ça a ôté un peu de pression pour le reste du voyage, de commencer avec 5 semaines extraordinaires comme ça, de dire, OK, mais ce qu'on vient de vivre dans ces 5 semaines, c'est extraordinaire. Mais bon, il y avait encore 15 mois d'extraordinaire qui Mais s'en c'est venaient, ça! mais Vous avez fait des safaris. Est-ce que, les enfants ont été, particulièrement, attirés par, certains animaux, ou qu'est-ce qu'ils ont, eux, retenu de ce pays-là?
Je crois que notre première girafe nous a le plus marqué, en fait, parce qu'on s'attendait pas. On n'était pas dans le parc d'Etosha où vraiment les safaris ont lieu. Et on dirait que j'avais pas compris qu'il y avait d'autres parcs où ces animaux pouvaient se trouver. On était près du Kalahari et on venait voir le sable. Donc, on avait booké un Sunset Drive. Donc, on s'en allait voir le coucher du soleil. Et puis là, tout d'un coup, notre guide, il entend la radio, puis on comprend pas ce qu'ils se disent. Puis là, on arrive. Puis là, je crois qu'il y a un truc en panne ou j'ai pas compris. Et là, le guide, il nous pointe et là, on lève la tête. Il y a cette immense girafe, mais à côté de la voiture. Et je me rappelle, toute la famille avait la bouche grande ouverte et on s'attendait pas. C'est immense une girafe. C'est grand. Même que Léo nous a regardé. Il dit, maman, est-ce que c'est une vraie? On n'arrivait pas à croire qu'elle était là, la girafe. Et je crois, quand je disais que, quand tu t'attends à aller voir une girafe, t'es content de la voir, mais il n'y a pas cette espèce de surprise et d'extraordinaire. Donc, ouais, notre première girafe nous a bien marqué. Et puis après, on a vu tout plein d'animaux. On a vu des rhinocéros, mais on n'avait pas réussi à voir d'éléphants, en fait. Et pourtant, il y a plein d'éléphants à Etosha, mais on avait passé 3 jours, mais on n'avait pas réussi à avoir d'éléphants. Alors, on avait même une déception. On a traversé la frontière du Botswana, en fait. On s'en allait en Zambie. Donc, je mentionne pas le Botswana parce qu'on l'a vraiment traversé par la route et on a fait un petit arrêt dans un parc. 3 minutes après avoir traversé la frontière, il y a un immense éléphant qui traverse la rue. Et là, ah ben voilà. Ça y est. Il nous attendait. Donc, une belle expérience déjà pour commencer ce beau voyage. Et alors, la Zambie. Si ça te va, on passe aux Zambie, parce que je dis la Zambie, mais peut-être que tu as envie de dire autre chose sur la Namibie. Ah ben, je pourrais en parler longtemps de la Namibie, mais bon, on va passer à la Zambie. La Zambie, en fait, c'est un pays où on n'est pas resté très longtemps. On est resté 2 semaines, je crois. C'est vraiment un pays de transition. Évidemment, il y avait les chutes Victoria c'était l'attrait principal. Donc, c'était magnifique, les chutes Victoria. Très impressionnant. Mais après, le plan, c'était de prendre le Tazara. On voulait prendre le Tazara, qui est un train qui, ça dure 3 jours, qui nous amène à Dar es Salaam en Tanzanie. Parce que Colin voulait vraiment, en Amérique du Nord, on prend très rarement le train. Donc, Colin rêvait de prendre le train et de dormir sur un train. Donc, on s'est dit, comme on peut pas faire le transsibérien, on va faire le Tazara. Pareil. Même chose. Sauf que quand on est arrivé à la capitale, on pouvait pas réserver en ligne. Il y a très peu d'informations, donc on regardait sur des blogs de gens qui l'avaient pris. C'était pas toujours très rassurant, en fait. Mais quand t'as pas de contraintes de temps, c'est un peu moins stressant. Bon, si ça nous prend 1 semaine faire le trajet, ça nous prendra 1 semaine. Donc, c'était pas trop un stress. Sauf que quand on est arrivé au bureau, ils nous ont dit, ah, maintenant, le train, il passe pas en Zambie maintenant parce qu'il y avait un pont qui était en réparation. Donc, toute la partie zambienne du trajet ne fonctionnait plus. Et là, c'est un des moments où j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? On était dans le milieu de l'Afrique avec nos 4 enfants. Et là, il y avait comme pas moyen de se rendre en Tanzanie. Donc, il a fallu passer au plan B. Mais bon, le plan B, c'était un bus. C'est 10 heures de bus qui ont fini par en prendre 15. C'était probablement un des trajets les plus pénibles du voyage. Aïe, aïe, aïe. C'était un trajet, pas d'air climatisé, presque pas d'arrêt pour les toilettes. C'était vraiment pas super confortable. L'autobus a brisé, les routes étaient, il y a eu tout ce qu'on voulait. Et en plus, on a été malade pour rendre les choses pires. On n'avait pas fait attention à l'eau la veille du départ, ce qui était un peu. On avait été invités chez des gens, ils nous avaient offert de l'eau et comme c'était des expatriés, on s'est dit, c'est certain qu'ils filtrent l'eau. Eh ben non. Eh ben non. Ah mince, la tuile. Ah oui, vraiment, c'était... mais on a survécu. Pour les enfants, c'est comme leur pire moment de voyage à raconter. C'est souvent ce trajet-là. Ce trajet en bus, ouais. Ouais, et après, ça devient ton point de référence. Donc, tous les trajets deviennent... ça pourrait être pire. Donc, c'est bien de commencer comme ça. Après, voilà, ça va. Au moins, on a des arrêts de toilettes. Il y a des toilettes quand on arrête. C'est pas un champ où tu dois... Donc, on a réussi à se rendre. Il a fallu traverser la frontière de la Zambie à la Tanzanie à pied. C'était une expérience en soi avec les valises. C'était complètement surréel. Vous êtes descendu du bus vous avez pris vos valises? Oui, parce que le bus arrêtait à la frontière. Et là, il fallait prendre un taxi, traverser la frontière à pied avec les valises et tout. Ça a été super long.
ils inspectent tes bagages et c'est vraiment... Et après, ben, tu sors à la frontière et tu trouves un taxi et tu rentres en Pour Tanzanie. finir, ouais. Ouais. Vous deviez, remettre, le trajet en train quelque part parce que là, vous n'avez pas coché la case. Ben, en fait, c'est que le train, la partie en Tanzanie, le Tazara fonctionnait. Donc, on a fait, au lieu de faire un 3 jours, on a fait un 24 heures, mais on est parti de la frontière au sud du pays et on a pris le train jusqu'à Dar es Salaam. Donc, on a pu prendre le Tazara, un trajet qu'on a adoré parce que c'est un super vieux train, très lent. Mais donc, tu peux voir les paysages défiler, les fenêtres s'ouvrent, donc tu vois les gens. Tu sais, contrairement à l'autoroute, l'autoroute passe vraiment loin des habitations, alors que le train souvent passe dans les villages. Tu sais, les gens venaient aux fenêtres dans les gares vendre des bananes, des petits gâteaux. On garde tous un super souvenir tu sais, de ce voyage. Et il y a pas de touristes sur ce train. Tu sais, on était deux touristes, je crois, sinon c'est des locaux. Donc, le contact est vraiment intéressant avec les gens. Le trajet est pas terrible, mais quand même une petite partie du train, donc ça, c'est chouette. Et vous arrivez en Tanzanie. Alors qu'est-ce que vous avez fait en Tanzanie? On en a fait le sud du pays complètement. Après, on a pris le train et on est allé à Dar es Salaam, puis à Zanzibar. Zanzibar, magnifique endroit. C'est un endroit vraiment à part parce que tu as un mix de cultures. C'est pas vraiment africain. Il y a un mix de cultures arabes et portugaises aussi. Donc, la nourriture est extraordinaire. C'est vraiment un endroit... et puis les plages blanches de sable blanc aussi, et la plongée. Et moi, j'ai enseigné la plongée, donc moi, tout ce qui se passe sous l'eau. Donc, ouais, Zanzibar, ça a été un festin pour les sens, en fait. Tant au niveau de la nourriture, les couleurs et tout, la mer. Et après Zanzibar, on est allé faire le safari dans le Serengeti. C'était un Obligé. immanquable. Ah ouais, voilà. Eh ben, c'était à la hauteur des attentes. Il y a pas de, c'est comme d'être dans un documentaire animalier. Il y a des animaux partout. On a vu tous les Big Five, donc extraordinaire. Puis on a fini sur le Kilimandjaro. On n'a pas escaladé le Kilimandjaro, mais on a fait une randonnée d'une journée. Puis on voyait tous les groupes qui montaient avec les porteurs, tout ça. Ça nous a vraiment donné envie de le monter un jour. On va laisser la chance aux petites jambes de grandir un peu. Quoique, honnêtement, après, on a fait un trek vers la fin du voyage, probablement qu'ils y seraient arrivés. Le Kilimandjaro, c'est une pente assez douce, donc je crois Ouais. que c'est pas si compliqué que ça. Ça reste un trek, mais... C'est ça. Je crois que c'est plus l'altitude qui nous faisait peur. C'est peut-être pas tant la montée que l'altitude avec des jeunes enfants. Il y a quand même des risques qu'on n'avait pas envie de prendre. Donc, on l'a visité, mais on l'a pas escaladé. Entre la Namibie et la Zambie, Tanzanie, est-ce que tout ça a été vraiment très différent? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez préférées dans un de ces pays? Très, très différent. En fait, la Namibie, je trouve que c'était une belle introduction à l'Afrique, en fait. Tu sais, quand on a peur, tu sais, la Namibie, en fait, c'est super facile de voyager. Tu sais, il y a des épiceries, les infrastructures sont très, tu sais, il y a des routes, c'est bien développé. Il y a très peu de gens aussi. Tu sais, il y a de l'espace partout. Donc, c'est une introduction plutôt facile, en fait. Moi, la première fois que je suis allée, parce que on était allé avec Sébastien, en fait, pour notre lune de miel. On avait visité un petit peu le pays, mais moi, j'avais eu une espèce de déception, parce que j'avais été au Burkina Faso pour 3 mois, plus jeune. Et là, je m'attendais à l'Afrique, tu sais, cette espèce de chaos souvent. Et puis là, ben non, tout était tu sais, quand même assez rangé, organisé. Donc, j'avais eu une espèce de déception. Mais là, avec les enfants, je trouve que c'était c'est comme une belle introduction. Tu sais, dès qu'on traverse la frontière en Zambie, là, tu sais, on retrouve cette espèce de, tu sais, C'est moins aligné. voilà, des kiosques partout, cette espèce de liberté, d'effervescence que moi j'adore. La Tanzanie, c'est plus touristique que la Zambie. Tu sais, en Zambie, on est vraiment allé dans des villages pauvres, donc c'était vraiment un contact avec une Afrique plus rurale. J'étais contente un peu de faire vivre ça à mes enfants pour leur montrer un peu cette réalité-là. Tu sais, de la voir à la télévision, c'est une chose, mais tu sais, de rencontrer des enfants, de voir, tu sais, de les voir porter l'eau, puis tu sais, que mes enfants aient à porter l'eau aussi, tu sais, de dire, mais c'est ça la réalité. Donc, tu sais, la chance que vous avez, elle est extraordinaire. Donc, pour moi, tu sais, j'étais contente qu'ils puissent vivre ça. Mais en même temps, j'ai été quand même assez surprise, tu sais, de leur réaction. Tu sais, tu veux leur faire montrer leur chance. Puis,
Laurent, je me rappelle, après avoir visité un des villages, sa première réaction, c'est de dire: «Ah! Mais ils sont tellement chanceux!» Je me suis dit: «Mais pourquoi?» «Ben, ils ont des bébés chèvres!» Alors, tu sais, c'est un peu cette, tu sais, cette vision des enfants où tu sais, quand on dit que les enfants ne voient pas la différence, ben, tu sais, pour eux, ben, c'est extraordinaire de pouvoir être toujours dehors. Donc, ils voient le positif vraiment partout, les enfants. Tu sais, les enfants, ils s'adaptent à tout. Ils pourraient vivre. Ce serait pas un problème pour eux de leur dire, ben, vous vivez ici. Tu sais, pour eux, ils s'adapteraient. Ils verraient pas la différence autant. Tu sais, il a vraiment fallu que je les fasse travailler physiquement et porter les seaux pour que vraiment, ah oui, Ouais, c'est pas une vie. finalement, Oui, c'est pas une vie facile. heureusement, que les enfants ont encore, cette vision, adoucie peut-être de la réalité mais c'est bien aussi de pouvoir leur montrer, ben, non, c'est pas tout à fait ça et tu vas voir quand tu vas porter, 4 seaux, tu seras moins content. Mais le premier regard, il est attendrissant, c'est chouette. Ouais. Bon et ben, on continue, on va où après? Ah ben, en Turquie. En fait, la Turquie, Allez, ça ouais, c'était un pays, quand je dis que c'est une escale, c'était littéralement une escale. C'était pas nécessairement, sur notre radar de pays à visiter, mais quand on a voulu réserver les billets d'avion de la Tanzanie à la Mongolie, ben, il y avait une escale en Turquie. Alors on fait: «Ben, on va étirer l'escale» et on a pu étirer l'escale pendant 1 mois. Donc on a passé 1 mois en Turquie. qu'est-ce que vous avez aimé? On est allé complètement à l'est de la Turquie, dans un petit pays qui s'appelle, un petit pays, une petite ville qui s'appelle Kars, qui est tout à l'est du pays, qui est vraiment peu visitée. En fait, même, on avait dû y aller en avion, parce que le train, on n'arrivait pas à réserver des billets d'avion de train pour aller. Donc, on a pris un avion pour se rendre à Kars et je me rappelle que l'hôtesse, elle nous regarde et l'agent de bord, elle nous regarde et elle nous dit: «Mais pourquoi vous allez à Kars?» Je dis: «Ben, on va visiter» et tu voyais dans son regard qu'il comprenait pas ce qu'on allait faire à Kars et arrivé sur place, ben, c'est, tu sais, c'est un petit village perdu. C'était magnifique, tu sais, c'est très, très authentique et il y a Ani, une espèce de village qui était sur tu sais, des ruines, en fait, qui étaient sur la route de la soie. Donc, tu sais, l'historique était super intéressant. Mais en fait, la raison pour laquelle on allait et on a fait des rencontres d'autres voyageurs qu'on fréquente encore aujourd'hui, tu sais, on est restés en contact, on s'est revus, donc il y a eu un super beau contact avec une famille qui voyageait à vélo avec leurs 2 enfants. Donc, tu sais, des fois, tu dis: «Ben, pourquoi vous allez là?» Ben, des fois, c'est peut-être juste pour faire cette rencontre mais en fait, on allait là pour pouvoir faire le trajet de train qui est aussi 2 jours de train, je crois, qui est magnifique, qui passe dans le long des rivières et dans les plaines. C'est un magnifique trajet de train. Donc, on s'est vraiment rendu à Kars pour pouvoir revenir en train, en fait. Et on a adoré. Définitivement, le train, c'est notre moyen de transport préféré. Si on peut, s'il y a un trajet de train, c'est sûr qu'on prend le train au lieu de prendre l'avion. Vraiment, on préfère le train. Quand tu as le temps, oui, mais dans un voyage aussi long, bah, moi aussi, je crois que j'aurais fait pareil. Ouais. C'est le slow travel. Mais même, tu sais, des fois, on dit: «Ah, c'est moins long». Oui, mais tu sais, sur des trajets de nuit. Tu sais, je me rappelle en Égypte, tu sais, ils nous proposaient de prendre l'avion pour nous rendre à Luxor. Mais là, ça voulait dire se lever, dans le milieu de la nuit avec les enfants, se rendre à l'aéroport, prendre le train. Donc, tu sais, tu arrives, tu es super fatigué, tu arrives tôt la journée et l'autre option, c'était de prendre, le train le soir, dormir sur le train. Tu as une super nuit. Nous, on dort super bien, bercé par le train. Puis tu arrives le matin tranquille. Fait que oui, il y a plus de temps de transport, mais beaucoup moins fatigant. Et au final, tu perds rien parce que tu as dormi sur le train. Tu sais, des fois, on a le réflexe de prendre l'avion, mais le train est beaucoup moins, je trouve, fatigant sur le corps, en fait. C'est comme si ton corps apprivoise plus le déplacement. Tu te sens moins parachuté dans l'endroit où tu arrives quand tu prends le train, quand tu prends le temps de te déplacer. Donc, ça permet de mieux apprécier même. C'est plus facile d'arriver quand tu arrives en train. Et tu es en général moins loin de tout, ce qui aide aussi à intégrer tout de suite, ta destination. Et ça pollue moins. Donc, déjà là. Que du positif! Ouais. Donc, la Turquie, on a aussi, on est allé au Cappadoce, évidemment. On a fait, moment magique de notre voyage. On a fait de la montgolfière dans le Cappadoce. C'était un des moments que je voulais vraiment faire. Et tu sais, souvent, tu peux être déçu sur les trucs trop sur Instagram. Tu te dis, bah, ça sera pas ça. Mais ouais, ce moment était vraiment au-dessus de nos attentes. Pourquoi c'était au-dessus de tes attentes? C'était plus magique encore que ce que, tu sais, moi, je voyais les montgolfières, mais tu sais, c'est une des rares activités où le fait qu'il y ait plein de gens qui fassent l'activité en même temps rend l'activité spéciale.
En général, plus il y a de touristes, plus ça gâche tout. Mais là, d'être des centaines de montgolfières qui décollent en même temps et suspendus dans le ciel avec toutes les montgolfières, et c'est silencieux de montgolfières, c'est comme des lanternes partout autour qui s'illuminent. Puis quand tu arrives dans l'espèce de vallée là, à la noirceur, tu sens une espèce de frénésie. Et là, il y a les montgolfières qui s'allument tour à tour un peu partout. C'était magique. Avec un paysage dingo. Ouais, mais juste le ciel est extraordinaire. Au lever du soleil, les couleurs pastel de voir le lever du soleil dans les airs, c'est magique. Puis après, la vallée est extraordinaire aussi. Et après? On est allé sur la côte, on a fait la côte lycéenne où on planifiait faire de la randonnée. Parce qu'on disait, ouais, la côte lycéenne, mais bon, quand on planifie pas trop d'avance, on s'est retrouvés là au mois de juillet et puis la chaleur était high. C'était pas possible de randonner à cette chaleur. Donc, on a loué une voiture, alors on a fait la côte. On est allé se baigner, on a bien profité. On s'est rendu jusqu'à Pamukkale, magnifique aussi. On a fait Éphèse. Ça, les enfants ont adoré les ruines. Ils étaient en train de lire, en plus, en voyage, ils lisaient énormément. Ils étaient en train de lire des livres vraiment sur la mythologie grecque et l'histoire. Donc, ils connaissaient, mais tous les dieux grecs, et les relations, donc ils voyaient les statues. Puis, c'est ça qui ressemble, ça c'est la sœur. Ils en connaissaient plus que moi. Donc, pour eux, de voir cette cité Éphèse, et Éphèse est très impressionnante parce que souvent, quand on visite des ruines, c'est des ruines. Ça prend beaucoup d'imagination pour recréer ce que ça avait l'air. Alors qu'à Éphèse, tu arrives et il y a vraiment la rue. Et tu vois les bâtiments et il y en a plein qui sont encore debout. Et donc c'est très facile de s'imaginer. Donc, ça a été un bon moment. Un beau moment. Et puis la Turquie, pour nous, ça a été le pays aussi des sucreries. Donc, après avoir passé 3 mois, après avoir passé 3 mois en Afrique, d'arriver dans les marchés, c'est plein de baklava et de sucreries, de fruits séchés. C'était waouh, c'est gaffé de sucre. C'était bien. Bah oui, ça fait du bien aussi. Ouais. Tout ça qui n'était pas prévu pour passer au prochain pays? Ouais, pour passer à la Mongolie. Voilà, celui qui était très attendu. Ouais, très attendu. Moi, c'est un pays que je voulais vraiment visiter depuis longtemps. Et la Mongolie, ça se visite surtout, ça se fait sans guide, mais pour vraiment pouvoir visiter, parce que le pays, il n'y a à peu près pas d'infrastructure. Il y a quelques routes, mais sinon, c'est des pistes dans la steppe. Et puis, pour trouver les hébergements, les gens ne sont pas nécessairement sur Internet. Donc, c'est des familles qui... C'est le seul pays qu'on a visité vraiment avec un guide tout le long. Donc, on avait loué une petite vanne, un USI russe, l'espèce de gros truc qui passe à travers n'importe quoi. Et on a passé 35 jours sur la route à dormir dans les yourtes. On est allé dans le désert du Gobi, on est allé jusqu'au lac Kovsgol au nord du pays. Donc, ça a été extraordinaire. Mais c'est très, très différent de tout ce que vous aviez déjà vu Absolument. et observé. Est-ce que les enfants ont été déroutés à un moment donné? La nourriture, les paysages Globalement, je dirais que la Mongolie, ça a été un des pays le plus difficile au niveau des conditions de vie. C'était pas apiné, mais la nourriture, c'était difficile parce qu'il y a à peu près pas de légumes. C'était du mouton bouilli, tous les repas bouillis avec des nouilles, bouillis avec des pâtes. Déjà, à la maison, on mange presque pas de viande. Déjà, que se nourrir exclusivement de viande, c'était compliqué, ouais. C'est moins agréable, disons. Aussi, il n'y a pas d'eau courante. Dans la plupart des camps, il n'y a pas d'eau courante. Donc, c'est des toilettes sèches, mais vraiment pas de mur. Des fois, tu avais une porte, mais des fois, c'était 3 murs avec un trou. Il faut avoir envie, oui. Ouais, voilà. Bon, on s'habitue, mais en même temps, le contact avec les gens, on vivait vraiment dans les familles. Les enfants, il y avait des enfants partout, donc ils se faisaient des amis. Puis même si la communication était difficile parce qu'ils parlent peu anglais, nous, en tant qu'adultes, c'était plus difficile, mais les enfants, ils n'ont pas besoin de se comprendre pour jouer. Donc, eux, ils rencontraient des enfants, puis ils faisaient des gestes et ils avaient des mondes inventés. Ouais, c'est génial. Ouais, et puis c'était magnifique. Ces grands espaces à perte de vue. On a fait du cheval. Ma fille aimait beaucoup faire l'équitation, donc aller faire du cheval quand tu peux aller galoper dans des steppes où il n'y a pas de... Il n'y a pas de frontières, en fait. Ouais, c'était un pays vraiment à la hauteur de nos attentes.
pas nécessairement facile. Mais encore, tu sais, ça devient ton point de référence. Donc, Oui, tu sais, aujourd'hui, quand ils n'aiment pas quelque chose, bah, tu vois, c'est pas du mouton bouilli, donc ça va. tout va bien. Tu vois, moi, je suis végétarienne, c'est forcément un pays que je pourrais difficilement, faire parce que je peux pas faire cette exception-là, quoi. C'est pas possible pour moi. Donc s'ils ne mangent que ça, C'est super. En même temps, notre guide était très bon. Tu sais, il y avait des pâtes, du riz. Il trouvait un moyen de nous trouver autre chose pour varier un peu. Mais dans les familles, c'est la base de leur alimentation. Ça et beaucoup de laitage. Donc, des laits tu sais, tu sais, puis il y avait du lait de chameau, du lait de yak. On ne sait jamais, en fait. Tu sais, quand tu es accueilli. Il y a tout ce concept aussi d'accueil. Tu sais, quand tu es accueilli dans une yourte, quand tu arrives dans la famille, tu vas visiter la yourte principale et on t'offre le thé au lait. On t'offre cette espèce de fromage séché que tu peux pas mâcher, que tu dois laisser fondre dans la bouche, et tu peux pas refuser. Tu sais, c'est la politesse. Donc, et ça, avec les enfants, c'est aussi... tu sais, c'est quelque chose à gérer, de leur dire, mais tu peux pas refuser. Mais tu sais, un enfant, ben, il va pas le manger s'il aime pas ça. Tu sais, heureusement, mes enfants, ils adoraient le thé au lait, donc tu sais, on leur donnait. ah oui, Ouais, ils ont vraiment aimé le thé au lait. Je sais pas, c'est sucré, c'est bon, puis tu sais, le lait. C'est plus tard qu'on a compris que la variation du goût était pas due à la recette de la famille, mais vraiment plus au type de lait. Et là, on a compris que ouais, ben ici c'était du lait de chameau, là c'est du lait de yak. Ah bon, je suis bien contente de l'avoir su après. Quand ils nous ont offert l'airag, par contre, là on n'a pas pu. L'airag, c'est le lait de jument fermenté. Ils prennent du lait de jument et le font fermenter pendant 3 jours. Ça, c'était pas possible. Ça, non. trempe tes lèvres, c'est juste de tremper tes lèvres dans le bol. Et surtout que ça nous rend souvent très malades. Donc, même notre guide, il dit, ben ça, il expliquait à la famille, en fait, quand on arrivait, que ça, pour les touristes, ils peuvent pas, ils supportent pas souvent. Mais c'est arrivé des fois dans un festival, on est arrêté sur le bord d'une route, une espèce de festival de cow-boys où ils attrapaient des chevaux. C'est super drôle, on était arrêtés. Donc, ils étaient contents de voir des gens se mêler à eux. Ils arrivent avec des immenses bols d'airag. Et notre guide n'était pas à côté de nous. Et là, ils comprennent pas. Je peux pas leur expliquer, ah ouais, alors, on se passe toute la famille, le bol, et ouais, voilà. On fait semblant de boire. Ouais, c'est bon. Tu peux pas tout aimer, tout apprécier et même quand, ton éducation fait que tu veux faire plaisir parce qu'on te fait plaisir, quand ça passe pas, quoi. Ben, voilà, ça passe. Donc, tout se passe. J'essaie de trouver l'équilibre entre se forcer et rester poli. Les sourires, tu sais, ça passe. Et ils comprennent aussi. Tu sais, des fois, je crois qu'il y a aussi une espèce de test de voir, tu sais, on va leur faire, alors qu'ils savent que c'est pas bon. Pour nous, c'est pas bon, mais pour eux, ça l'est. Donc c'est juste qu'on n'a pas grandi avec ça, quoi. Exactement. Et ben, c'est comme ça partout. Mais bon, la marche est haute. Je suis prête à essayer bien des trucs, mais ouais, là, Là, non. ouais. Ça et l'autre truc vraiment intense qu'on nous a offert, c'était en Équateur. On était dans une tribu Ashwar, donc en Amazonie. Ils avaient ces espèces de c'est comme des vers blancs, mais énormes, bien juteux, là, tu sais, vraiment très gros. Si on me l'avait offert grillé sur un truc, j'aurais peut-être essayé. Mais là, on était allé les récolter. Et en fait, c'est des larves qui se développent dans les arbres qui pourrissent. C'est comme dans la pourriture interne de l'arbre, c'est là qu'ils se développent. Alors là, ils coupent l'arbre. Et déjà, quand ils ouvrent l'arbre, l'odeur qui se dégage, tu te dis, oh, mais c'est pas possible. Et là, ils prennent ces immenses trucs. Et là, tu les vois se promener. Là, et c'est vraiment comme un ver blanc. Là, ça, tu vois comme l'interne de la bestiole bouger. Mais c'est pas possible. Même les enfants, ils étaient mais à la fois fascinés mais écœurés parce que l'odeur était Oh insupportable. là là. Alors dit non. Là, une fois que j'ai eu l'odeur frais, que je les ai vus bouger, c'est impossible de les manger. Il y a pas à faire, même bien grillé. Non, ça, ça passe pas. Ah mais j'ose même pas imaginer. Mais ça fait des super anecdotes quand tu rentres. Ah ben oui. Tu sais, eux, ils adorent ça. Eux, les enfants là-bas, c'est comme des bonbons. C'est leur, c'est comme une super occasion d'en avoir récolté parce qu'il y avait des invités. Ils étaient super contents. Même, il y en a qui les mangent crus. Non, Oh. ouais, non, c'est ça. Voilà, il y a des choses qui passent pas. C'est quand même fascinant de voir à quel point nous, ça nous répulse et de voir eux à quel point c'est extraordinaire. Tu sais, c'est drôle C'est de une voir cette gourmandise. ouais, voilà, de pouvoir comparer comment c'est quelque chose qui est
acquis. Donc, on prend pour acquis que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, mais non, c'est quelque chose qu'on a appris, on s'est habitué. Bon, on quitte la Mongolie et on change complètement d'environnement. Voilà, changement radical de paysage et de tout, en fait. Là, on s'est retrouvés les deux pieds. C'est un pays quand même désertique, la Mongolie. Et là, vraiment, on s'est retrouvés en Indonésie, à Bali. En fait, on a commencé par Bali. Alors là, c'est les fleurs partout, les 1000 saveurs, les 1000 odeurs. Et la Mongolie, c'est le pays le moins peuplé au monde. Donc, il n'y a personne, c'est quand même tranquille. Et là, on arrive à Bali. À Bali, Le chaos total, le bruit. Il y a eu un choc, je te dirais, quand on est arrivé. En même temps, une excitation, la nourriture, tout ça, mais une espèce de choc de dire, ah ouais, OK, on vient de le retour à la vie, quoi, en vie. mais c'est quoi. ça, ouais. Bon, et vous avez fait quoi à Bali? À Bali, on est allé un peu au nord. On est allé dans une famille. Ça, on a bien aimé. C'est une famille, ça s'appelle le Painting Village. C'est des artistes, en fait. Et puis, dans leur famille, ils accueillent d'autres familles. Et les enfants ont pu prendre des cours de peinture. Ils nous ont montré comment faire de l'huile de coco. C'est super intéressant. Donc, vraiment, d'être d'une famille, d'essayer de s'éloigner. Ça a été un peu le choc à Bali, là, à quel point tout était vraiment touristique partout. Même de voir, tu sais, ces rues avec des boutiques où ils vendent de craft. C'est quoi le craft? De l'artisanat. L'artisanat. Mais en fait, c'est de l'artisanat, mais de partout dans le monde. Ils le font localement. C'est fait sur place, mais il y avait des girafes. Il n'y a pas de girafes. Il y avait des espèces de bateaux comme on retrouve sur la côte est des États-Unis. Il y avait des attrapeurs de rêves qu'on voit qui viennent du Canada, en fait, qui sont autochtones au Canada. Donc, plein de trucs comme ça qui viennent de partout. Donc, c'est un peu bizarre de voir que le tourisme, dans le fond, il s'adapte, mais c'est normal, c'est ce que les touristes veulent, donc et c'est ce qu'ils produisent. Après, tu te dis, mais c'est quoi l'artisanat local? C'est plus compliqué. T'sais. Ouais, je l'ai acheté à Bali, oui, mais ça n'a rien à... Une girafe, ça n'a rien à voir à Bali. Puis, tu sais, de voir tous ces bars à smoothies, centres de yoga, cette espèce de... Ils se sont vraiment adaptés. Ouais, et pourtant, tu sais, la culture à Bali, elle est quand même super forte. Ils continuent de faire des offrandes partout. Et on a eu la chance de rester dans une auberge où l'hôte était un Français qui vit à Bali depuis 20 ans et qui est marié à une Balinaise et qui s'intéresse vraiment à la spiritualité, tout ça. Donc, il nous a vraiment donné des espèces de cours, littéralement, de faire pendant 2 heures, pendant un repas, tu sais, comme un cours sur la spiritualité balinaise. Tu sais, le pourquoi des offrandes, le pourquoi des portes à l'entrée. Tu sais, c'était très, tu sais, j'imagine que c'est tellement complexe et riche, mais ça permettait vraiment de pouvoir ensuite visiter l'île et de pouvoir apprécier en ayant plus d'informations. Parce que tu sais, c'est beau visiter un temple à Bali, mais quand tu comprends un peu les symboliques, parce que tout est dans la symbolique, ça rend tout beaucoup plus intéressant, en fait. Vous étiez bien tombé. Ouais. Après, on est allé sur les îles. On est allé faire de la plongée. Puis, on a fait un trajet de Lombok. En fait, on est allé à Lombok après Bali et on a fait un trajet de Lombok jusqu'à Flores. Ce que la plupart des gens font en avion, nous, on a dit, on a le temps. Alors, on a pris un trajet, je crois que c'était 24 heures de trajet. C'est un enchaînement de bus traversiers, bateaux, minibus, un autre traversier. Le truc, vraiment 24 heures assez intense. Mais on avait vu pire, donc ça a été... Bon, tu sais, c'est des minibus des fois où, tu sais, les gens, tu crois que l'autobus est plein et puis tu fais comme 10 arrêts et les gens s'empilent partout autour de toi. Tu sais, même qu'à la fin, il y a une femme qui attendait. Puis là, tu te dis, mais attends, il y a des gens accrochés dans la porte, pas assis, là, accrochés à l'échelle derrière. Puis là, il y a une femme avec son bébé. Mais je dis, mais attends, on va la mettre où? Elle est rentrée dans la voiture et s'est assise côté conducteur, entre le conducteur et la porte. Parce qu'il y avait déjà des gens partout. C'était, je regardais, mais je disais, mais attends, mais où elle va la mettre? Mais non, elle embarque comme si de rien n'était. C'est normal. Ben voilà. Encore un trajet sympathique. Ben, et puis à Flores, on est allé dans les montagnes visiter une communauté dont j'oublie le nom. Tu sais, en fait, il a fallu se rendre à pied.
Ils vivent dans les montagnes, mais ça prend 3 heures. Il n'y a aucun chemin qui se rend. Donc, tout ce qu'ils apportent en haut dans leurs habitations sont faites à partir d'herbes et de branches. Et c'est encore des habitations traditionnelles. Et on a dormi là-bas, mais c'était 3 heures de randonnée pour se rendre jusque-là. Et ça aussi, c'était une super expérience. Et de Flores, on a fait la fameuse croisière de 3 jours pour aller dans les îles Komodo, qu'on a adoré. C'est magnifique, mais on se disait, la croisière, c'est des petits bateaux avec une dizaine de personnes sur le bateau, une quinzaine de personnes sur le bateau. C'est tout petit, c'est parfait. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est que ce petit bateau, il y en a des centaines qui partent. Et pour une raison que j'ignore, ils partent tous en même temps, le vendredi soir. Ça se fait que 3 jours dans la semaine et ils font tous les mêmes arrêts en même temps. Donc, quand tu as le lever de soleil sur l'île, tu as des centaines de personnes qui débarquent dans leur petit bateau et qui montrent. Donc, tu te retrouves entouré de personnes, même si tu as pris un petit bateau pour aller dans une île complètement isolée. Donc, c'est un petit peu une déception qu'on avait. Quand tu planifies pas trop d'avance, des fois, tu fais pas les recherches jusqu'au bout. Et puis, il y a le coût aussi. Tu dis, ça va, c'est pas trop cher, mais voilà. Mais en même temps, les lieux étaient tellement extraordinaires, les plages de sable rose, d'aller nager avec les raimentas, ça valait vraiment le coup malgré tout, là. Ouais, les touristes, ils nous cassent les pieds, les touristes. Mais bon. Oui, mais bon, on fait partie du problème en même temps, donc c'est facile de râler, mais on est des touristes, donc il n'y a pas de solution. Quoique quand on est allé sur l'île, après cette île, en Indonésie, on a décidé de passer 2 mois, c'est le pays où on est resté le plus longtemps, parce que chaque île est un pays en soi, en fait. Donc, la culture est différente, la nourriture c'est différente. Vraiment, c'est comme de changer de pays à chaque fois qu'on change d'île. Donc, on a pris un traversier. Ça aussi, ça a été une super aventure de Flores. On a décidé de prendre un petit traversier local pour se rendre jusqu'à l'île de Sulawesi. Qu'est-ce que tu appelles un traversier? C'est une espèce d'immense bateau pour les gens. Donc, il n'y a pas de voiture, mais il y a je crois qu'il doit y avoir 1000 personnes sur le bateau. C'est des espèces d'aires ouvertes avec des lits. Il y a des endroits pour dormir parce que le trajet dure plus que 24 heures. Et en fait, je crois que c'est un bateau qui fait plusieurs îles. Donc, nous, on n'a fait que de Flores à Sulawesi, mais je crois que ce bateau partait de Bali et il fait plusieurs îles, en fait. Donc, il y a des gens qui peuvent passer plusieurs jours sur ce bateau. Donc, c'était condition quand même de base. On a eu la chance de nous offrir. On avait entendu que des fois, ils offraient certains... les gens qui travaillent sur le bateau offraient des chambres à ceux qui considéraient comme des touristes. Et on se disait, on va pas payer un prix exorbitant pour une chambre, on peut se débrouiller. Mais quand on est rentré sur le bateau, que c'est des aires ouvertes, en fait, le stress, c'est un peu les bagages. Tu n'as pas le choix de rester avec tes bagages parce que tu n'as rien. Et gérer les enfants comme ça, quand tu dors avec des centaines de personnes, il n'y avait pas d'air climatisé. C'est bien, ouais. On l'aurait fait, mais là, quand on est arrivé, on nous a proposé une chambre, évidemment. On était probablement les seuls blancs sur le bateau, donc ils nous ont vu venir. On dit, eux, ils doivent pouvoir se payer une chambre. Et quand on a demandé le prix, juste dire, ils nous ont dit $50. Attends, $50 par personne? Non, pour la chambre. Je dis, attends, pour la chambre. C'est sûr que relativement, c'était plus cher que tous nos billets, que le total des billets pour la famille, mais $50 pour avoir une chambre où on peut verrouiller nos affaires. Bon, c'était tout petit, pas très propre, mais ça valait le coup, c'était parfait. Donc, on s'est payé du luxe. Mais le luxe, c'est parfois là où on l'attend pas. Hein. On m'aurait présenté cette chambre dans n'importe quel contexte, une chambre pas de fenêtre, c'était pas propre, mais j'aurais fait. Mais là, c'était pour nous le suprême du luxe d'avoir un endroit fermé, pouvoir dormir avec l'air climatisé, c'était magnifique. Ouais, c'était parfait, c'est exactement ça. Ouais. Et arrivé à Sulawesi, là, il y avait plus beaucoup de touristes. Et on s'est rendu dans une petite île. En fait, dans Sulawesi, il y a une espèce de grande baie. C'est une mer intérieure, en fait. Et il y a des îles dans cette baie. Et on a décidé d'aller faire la plongée. Donc là, pour se rendre là, c'était des jours de voyage. 2 heures de bateau pour l'île principale, plus 2 autres heures. Puis, mais pour se rendre sur cette île, la petite île s'appelait Una Una, il faut vraiment être décidé. Et la seule chose qu'il y a à faire sur cette petite île, c'est de plonger. Il y a un petit village avec 200 habitants et il y a 2 centres de plongée. Mais
d'avoir les récifs à soi tout seul. J'ai pu faire plonger Mia et Léo, moi qui rêvais de leur faire découvrir la plongée depuis même avant d'avoir des enfants. Tu sais, quand j'enseignais la plongée, pour moi, je me dis, un jour, je vais leur faire découvrir. On a passé 5 jours à faire de la plongée sous l'eau. Juste en snorkeling, c'était extraordinaire pour les plus jeunes. Donc, et puis, tu sais, l'espèce d'ambiance, quand tu te rends là, les repas étaient pris tous ensemble. Donc, c'est vraiment, tu rencontres des gens qui partagent la même passion que toi. Mais pour qu'ils se rendent là, il faut vraiment que ça soit des passionnés. Donc, on a fait des super rencontres. Ça a été vraiment un beau moment et un moment de pause aussi. On s'est posé pendant 5 jours, comme coupé du monde. Ah bah, il fallait, après tout ça. Ouais, c'était bien. Et on est descendu après dans les pays de Toraja, qui ont une culture de la mort, en fait. Tout le rituel qui entoure la mort est d'une complexité. Tu sais, ça occupe beaucoup de place dans leur vie. Tu sais, en fait, les morts, ils les gardent. Ça leur coûte tellement cher. Tu sais, les funérailles, c'est des fêtes énormes. Tu dois sacrifier des bœufs, des cochons, et plus tu sais, il y a une question de statut social. Donc, souvent, quand quelqu'un meurt dans la famille, le temps de pouvoir ramasser l'argent pour faire les funérailles, ça peut prendre des fois plusieurs mois, voire des années. Et pendant tout ce temps, ils embaument et ils gardent le corps à la maison. Il y a tout un rituel. Il y a des cimetières où les cercueils, en fait, ils sont visibles et là, ils mettent des statues qui sont comme une représentation de la personne quand elle était vivante. Donc, il y a ces espèces de cimetières. C'est des statues qui sont en bois, souvent, là, donc des personnages. Donc, tu vois les gens qui sont décédés. Donc, c'est vraiment étrange. Et puis, on a assisté à des funérailles. Heureusement, on n'est pas allé à la journée des sacrifices parce que ça aurait été trop intense pour les enfants, là, le sacrifice de bœuf. C'est déjà les poulets qu'on devait manger en Afrique, c'était gros de voir qu'on les achetait vivants. Ça, c'était déjà une grosse étape. Donc, c'est le sacrifice de bœuf, je crois que ça aurait été trop, là, avec le sang et les cris. Non. Mais on a quand même assisté à tout le rituel très élaboré. C'est vraiment fascinant de comprendre, d'être renseigné là-dessus. C'est intéressant. Et vous y alliez pour ça? Tu savais que vous alliez assister à ça? Ben oui. C'est pas toujours possible d'être invité, d'y avoir accès, mais on a eu la chance. Mais au-delà de ça, ils ont des maisons, des espèces de maisons très, je sais pas comment décrire, avec un toit en bateau, c'est un peu en forme de bateau. Donc, il y a vraiment une culture super riche à découvrir, super intéressant et justement très peu de touristes Mais ce qui a fait qu'on s'est fait prendre, quand on est arrivé sur l'île, on s'est mis à se faire prendre en photo, mais partout. Mais partout, on se serait cru comme des vedettes rock, des stars. Mais vraiment, c'était les agents de sécurité, la réceptionniste à l'hôtel. Est-ce que je peux prendre des photos? Surtout qu'on avait des enfants. Je ne sais pas si on avait été juste des adultes, mais parce qu'il y avait des enfants. Mais c'était dans les restaurants systématiquement, mais plusieurs fois. On est allé dans un festival dans le milieu du pays et là, on ne pouvait pas se déplacer. Les organisateurs sont venus nous voir, ils nous ont, vraiment comme si on était des VIP, ils nous ont conduits partout, de nous présenter le festival. Et là, les gens, les policiers nous arrêtaient pour prendre des photos avec nous. Il y avait un spectacle et les gens se retournaient et là, ils venaient prendre des photos. C'est étrange, on ne comprenait pas ce qui se passait. Je crois que dans le voyage, tu deviens dans cette espèce d'état où voilà. Tu t'étonnes plus de rien. Ouais, tu t'étonnes plus de rien, tu n'essayes même pas de comprendre, mais cette espèce de distance avec ce toi qui, ici, si tu veux te prendre en photo, tu repousses les gens. Si les gens te touchent, on a une espèce de bulle ici. Mais là, tu poses pas de questions. Tu laisses faire et voilà. Il y a même des fois des gens qui arrivaient. Cette dame, elle arrive, elle prend mon fils, elle prend Laurent et elle part avec. Et elle me dit rien. Elle arrive, elle le prend. Il tenait ma main, elle le prend et elle court un peu et elle va vraiment plus loin. Puis je dis, mais elle fait quoi? Et elle le pose à côté de sa mère et elle se met à prendre des photos comme si c'était, je sais pas, une décoration. Une poupée. Une poupée. Je me rappelle de mon fils qui me regarde avec des yeux grands comme ça, mais maman, elle fait quoi? Je sais pas. Ouais, c'était des moments étranges comme ça. Oui, il faut pas paniquer non plus parce que c'est quand même pas rien. Ah, oui, c'est ça. Faut trouver l'équilibre parce qu'il y a des moments où il faut paniquer, mais donc ton point, tu sais, à la maison, quelqu'un prend ton enfant et se met à courir avec, tu paniques. Le point, il est clair quand paniquer. À l'étranger, quand tu es dans d'autres cultures, ben tu sais jamais il est où ce point où qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui l'est pas. Donc
c'est toujours de s'ajuster, d'être flou. Donc, voilà, tu veux pas surréagir non plus, mais en même temps. Mais bon, tu sais, je crois qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez zen. Oui, je pense. Ouais, mais il y a aussi ce fait, c'est quand tu voyages beaucoup, tu te rends compte que les gens, ils sont fondamentalement gentils. Il y a très peu de gens méchants. Tu sais, on est un peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est souvent élevés, conditionnés en fait, à voir le mal partout, à voir les gens comme méchants, comme si tout le monde nous voulait du mal. Et ça devient encore pire quand tu vas à l'étranger parce que tu te dis, ben, ce qu'on entend de tous les autres pays, souvent, c'est ce qui va mal. Tu sais, c'est les problèmes. Donc, tu as l'impression que tout va mal, que tout le monde est méchant, que tout le monde est en guerre, alors que c'est pas la réalité. Faut faire une partie, faut faire confiance aux gens, faire confiance à la vie aussi. C'est faire confiance à son instinct. Je pense qu'à la base, c'est la seule chose qui reste. C'est ton instinct. Tu dois t'y fier. Honnêtement, il nous a jamais vraiment trompés en voyage. Bon, peut-être qu'il y a une question de chance aussi, mais En tout cas, là, tu savais qu'elle allait pas le kidnapper et partir oui. dans un autre Ben, tu sais, pays, aussi, quoi. on était dans un endroit, tu sais, elle pouvait pas aller bien loin avec, et je l'ai pas, je l'ai suivi aussi, je l'ai Bien pas. sûr. Oh, ben, OK, salut! bye, tu me le ramèneras, tu sais. Puis je voyais dans son attitude, c'était pas, tu sais, c'était une petite, tu sais, c'était une petite dame, tu peux détecter chez les gens, il y avait pas d'agression, là, c'était pas, fait que voilà. Eh ben, on continue. Ben ouais, ça, c'était pour l'Indonésie. Et après l'Indonésie, on est allé en Malaisie. Et en Malaisie, on s'est fait inviter. Tu sais, notre histoire a commencé à être beaucoup publicisée dans les réseaux sociaux, dans les journaux aussi, beaucoup, mais partout à travers la planète. Alors, en Indonésie, je me suis mis à faire énormément d'entrevues. J'ai eu des demandes d'entrevues, mais qui me venaient mais de partout. Partout dans le monde. C'était complètement surréaliste. Donc, l'histoire, c'est vraiment prophétique. Je faisais des entrevues, un live pour les Émirats arabes unis, une entrevue pour les Japon. J'ai fait des trucs, des espèces de talk shows brésiliens, grecs. Tu sais, c'était complètement... C'était fou. C'était absolument fou. Mais à un certain point, les hôtels Hilton nous ont contactés. Ils nous ont dit, on aimerait vous offrir des nuits dans les Hilton. Ben, sympa, on va pas refuser. C'est surtout dans les grandes villes. Dans les grandes villes, c'est difficile de trouver des trucs plus sympathiques. Il n'y a pas des guest house. Donc, tu vas souvent retrouver avec notre budget, c'est souvent des petits hôtels moches dans une grande ville. C'est souvent plus moche. Un hôtel moche en campagne, ça va. Un hôtel moche dans une grande ville, je sais pas, ils sont juste plus moches. Donc, et puis, il y a moins de contact avec les gens. Donc on s'est dit, ben oui, on va aller au Hilton. Ah, mais là, on s'est retrouvés au Hilton, dans le truc de luxe, mais... Et puis, tu sais, à plusieurs reprises, c'est comme en Malaisie, à plusieurs endroits, ils nous ont offert des séjours. Quand on était dans une grande ville, on avait droit au Hilton. Mais à plusieurs endroits, ils nous ont même... On arrivait et là, c'était... on vous a fait un petit upgrade dans la suite royale. Mais t'arrives, mais c'est le truc, c'était immense. Je perdais mes enfants dans la chambre et avec des cadeaux, l'accueil super VIP. Génial. Tu sais, c'était étrange. Alors que moi, tu sais, la veille, je me rappelle une fois, on était dans un endroit, la veille, tu sais, on était dans une auberge de jeunesse, mais crade, pas d'eau chaude. Et là, on arrive, tu sais, tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et on arrive au Hilton dans une espèce de suite de luxe. Waouh! C'était un changement, c'est jour et nuit. C'était le grand écart, oui. Ah, mais le grand écart, il y a pas plus grand écart que ça. C'était c'est hyper... top. Ben oui, tu sais, c'est en même temps, tu sais, de pouvoir vivre cette expérience-là pour mes enfants, tu sais, c'est pas le genre d'endroit où on va aller, donc de pouvoir vivre cette espèce de grand luxe-là. Et ils faisaient des cache-cache dans les chambres. Ah ben oui. Mais aussi, tu sais, la gentillesse aussi. Il y a des endroits où on est arrivé en Thaïlande, le Hilton, ils avaient, tu sais, c'était pas seulement de nous offrir le truc, mais quand on est arrivé dans la chambre, ils avaient laissé des cadeaux pour les enfants. Et dans la plupart des chambres, il y avait les enfants, ils arrivaient, des gâteaux, des cadeaux. Mais dans le Hilton en Thaïlande, à Bangkok, ils avaient carrément lu le blog. Et là, pour chaque enfant, ils avaient lu que Léo adorait les Pokémon. Donc, dans la chambre, ils avaient plastifié des images de Pokémon partout. Colin qui voulait dormir sur un train, il y avait un train miniature, c'était dans le temps de Noël, autour du sapin de Noël. Pour chaque enfant, il y avait un truc, mais totalement personnalisé. Ça, c'est chouette. C'est ça, c'était vraiment, OK, ouais, c'est pas que la grosse corporation qui offre le truc pour que ça fasse une belle image. Non, c'était vraiment des gens
de cœur qui avaient lu notre histoire, qui les avaient touchés, qui avaient pris le temps de... Ça m'a beaucoup touchée. C'était pas que un geste... Et puis, ils ont rien demandé, tu sais. Et nous, on n'est pas des influenceurs. Tu sais, j'avais pas envie d'utiliser l'histoire, parce que je sais pas faire ça, tu sais, puis j'ai pas envie de faire de la publicité, puis j'ai pas envie d'utiliser de l'histoire de mes enfants pour ça. Donc, quand ils nous ont offert ça, j'ai dit, mais moi, tu sais, je suis pas influenceur, je peux rien vous donner, tu sais, tu sais, c'est sûr que je vais partager l'expérience parce que ça fait partie du voyage, de ce grand luxe, mais c'est pas de faire des super photos, de faire la promo. Et ils nous ont vraiment dit non, c'est pour vos enfants. C'est pas, on n'attend rien en retour. Alors c'était vraiment un geste. C'est beau. Ouais, vraiment j'ai été vraiment touchée. Tu sais, souvent t'entends ça, les grosses entreprises, mais c'est pour avoir l'image. Mais non, là, tu sais, c'était vraiment un geste. Et on en a eu beaucoup de ça. Tu sais, la Thaïlande, l'Office du tourisme de la Thaïlande ont fait la même chose. Ils nous ont offert des activités en Thaïlande. Et l'Égypte, le ministère du Tourisme de l'Égypte, carrément nous a invités. L'Égypte n'était pas sur notre feuille de route. Et ils nous ont contactés pour nous inviter à venir visiter l'Égypte. Et carrément, ils payaient toutes les dépenses parce qu'ils voulaient que les enfants voient les pyramides et voient l'Égypte. Mais c'est extraordinaire. Désintéressé, en fait. C'est encore plus beau, parce qu'on en entend de vouloir offrir en échange pour l'image. Mais non, c'est des gestes. Et même, des fois, c'était des particuliers. Le nombre de personnes qui m'ont invité à venir chez eux. À Bangkok, il y a un jeune qui nous a invités, qui avait un Airbnb et il nous l'a offert pendant plusieurs jours. C'est quand même un gros cadeau, mais totalement par bonté de cœur. Donc, c'est arrivé. C'est beau. C'est beau. Quand je dis que le voyage c'est autant les gens qu'on a rencontrés, autant sur les réseaux sociaux, ça m'a vraiment réconcilié avec l'humain. Comme moi, ça m'a beaucoup mis en contact avec la beauté de l'humain. J'allais dire, c'est presque rassurant qu'il y ait encore des gestes désintéressés juste parce que tu es touché par une histoire ou une famille. C'est vraiment chouette. En fait, je pense qu'il y en a partout, tout le temps de ça. C'est juste qu'on ne les voit plus. On entend ce qui se passe dans les nouvelles, mais cette bonté-là, on entend que les meurtres, on entend que les gestes de violence, les gestes, mais tous ces gestes de bonté-là, on n'en entend pas parler. Ils sont là, bien présents partout. Bon alors, cette Thaïlande, vous avez vu quoi? Attends, non, on n'a pas fait la Malaisie correctement, mais en quelques mots. Ouais, on est allé à Bornéo. On a fait la partie de Bornéo, puis on est allé chez les Iban, ils vivent dans les Iban, c'est une communauté qui vit dans des maisons longues, encore une fois isolées dans la jungle. Alors pour se rendre, encore une fois, c'était 3-4 heures de randonnée dans la jungle, puis de rencontrer ces familles les communautés qui vivent vraiment isolées. Il y a tellement souvent un bel accueil justement de rencontres. Il faut choisir parce qu'il y a moyen de visiter, il y a beaucoup de visite de Iban, que c'est devenu le truc super touristique, c'est devenu des hôtels en fait. Mais nous, c'est ça, comme il fallait randonner et c'était comme une compagnie qui vraiment avait à cœur de préserver le contact réel en fait. Donc, un super beau contact. On est allé à Sipadan après en Malaisie pour plonger, faire un peu de plongée. On était un peu déçus, c'est que c'est dans les plus beaux sites du monde, mais il y a eu une petite déception. Pourquoi? C'était compliqué de se rendre et d'aller plonger là. Et les coraux sont en très mauvais état. C'est pas de la faute à personne, mais ça fait partie de la tristesse des changements climatiques. Les fonds marins sont dans un état mais pitoyable à tellement d'endroits. Ça brise le cœur plus que de dire « Oh, c'est extraordinaire ». Non, ça fait mal plus qu'autre chose. Puis, comme on venait de faire Una Una, où là, les coraux, c'était dans les plus beaux. Donc là, il y avait une espèce de grande déception. Et sur l'île de Maboul aussi, les communautés qui vivent là sont dans des conditions de vie vraiment... c'est vraiment pas des belles conditions de vie. Voilà, c'était un peu difficile de voir... ils sont isolés, il n'y a pas d'acceptation sociale et tout ça. Donc, il y a beaucoup de déchets partout. En fait, c'est que la Malaisie ne vient pas ramasser les déchets, donc ils se retrouvent avec du tourisme, des déchets. Il y a des déchets partout sur l'île. Un peu triste. On est allé sur le continent, mais on n'a pas pu faire la Malaisie du Nord parce que c'était pas la saison. Donc, d'avoir accès aux îles, on n'a pas pu avoir accès parce que on ne peut pas se rendre en bateau. Donc, on n'a fait que le sud. Ensuite, on est allé en Thaïlande.
Et encore une fois, la Thaïlande, on a choisi de faire que le nord. En Indonésie, on a fait beaucoup de plages, tout ça, donc on voulait pas aller. Puis on savait que c'était très touristique aussi, donc on a surtout fait le nord, donc Chiang Mai, Chiang Rai, Bangkok. Donc d'aller dans les montagnes, d'aller voir les temples. On est allé encore une fois dans là c'était une famille de Karen. La tribu, c'est une communauté de Karen qui vient de la Birmanie, mais qui sont très isolés. Et on est allé, c'est une petite entreprise, c'est une famille, c'est une Française aussi qui organise des séjours. Elle a marié ça s'appelle Évasion Karen, et elle a marié un Karen et vit dans leur village, c'est isolé dans les montagnes, et elle fait venir une famille à la fois ou un couple de voyageurs à la fois pour, je crois, c'est 2 nuits maximum. Donc, il y a cette rencontre-là, ils viennent le chercher, donc ça demeure du micro-tourisme, ça aide à faire vivre la famille, ça permet une rencontre super sincère. J'ai vraiment aimé ce contact, donc cette idée de garder volontairement ça petit pour préserver, mais en même temps de permettre le contact et cet échange. C'est ce que j'aime de cet échange. Nous, on peut apprendre, créer un contact, et le fait qu'on paye vient aider à faire vivre une communauté sans tout dénaturer. Ils doivent quand même garder leurs traditions, ils font encore du tissage, ils font encore de la culture. Donc, parce que des fois, le tourisme, c'est ce que ça cause. Parce que tu amènes de l'argent et qu'il y a un surtourisme, ben là, les gens se mettent à tous vouloir faire chauffeur de taxi parce que c'est ce qui est payant, et ils délaissent. Le tourisme dérange tellement d'endroits dans le monde. Ça peut être super destructeur. Donc, de voir ça, c'est ce micro-tourisme-là, ça, j'ai beaucoup aimé. C'est le bon compromis. Ouais, c'est un beau compromis. Puis ça a été évidemment une super expérience parce qu'ils sont heureux de te recevoir, parce qu'ils choisissent de te recevoir. Ils savent que tu es là pour 2 jours. Donc, ouais, c'était qu'on a rencontré la grand-maman et ouais, c'était magnifique. Et donc, après la Thaïlande, on est monté au Cambodge. On est allé évidemment voir Angkor Wat, à voir. Un endroit qu'on n'aurait pas pu passer des semaines, on n'aurait pas tout visité, il y a tellement à voir. Et c'est incontournable, tu peux pas ne pas y aller. Voilà, tu peux pas ne pas y aller, c'est magnifique à visiter, ça vaut le déplacement. On a des amis qui sont venus nous rejoindre à cet endroit, des amis du Canada, donc ils sont venus nous rejoindre avec leurs enfants, donc on a fait Angkor Wat ensemble, et après on a pris un bateau pour descendre, je sais plus jusqu'à quelle ville, mais on est descendu plus au sud, au Cambodge. On s'est rendu, on a été encore une fois faire des randonnées dans la jungle, et on s'est rendu jusque dans le sud du Cambodge, et on est allé passer Noël dans les îles. En fait, il y a des îles, des petites îles au Cambodge, et on a passé Noël là, super sympathique. Et on s'est vraiment posé là pour la semaine. Après, on est remonté vers le nord, vers le Laos, et le Laos a été un beau coup de cœur. On n'avait pas d'attente, et l'accueil des gens gentils, la nourriture moins touristique, un peu plus authentique, je crois, que les autres pays. Et on est allé encore une fois dans le nord du pays. On a remonté le pays tranquillement. On a fait la boucle des Bolovan, on a fait les 1000 îles, et puis au nord aussi. Donc là, c'est une belle découverte. Je crois que ça a été probablement notre pays préféré en Asie du Sud-Est. Une combinaison de moins développé, moins touristique en fait, un peu plus authentique, et puis c'est ça, meilleur. L'accueil avec les gens étaient d'emblée sympathiques. Puis encore là, je crois que c'est pas nécessairement le pays comme les gens qu'on a rencontrés. Quelqu'un visiterait le pays, n'aurait pas la même expérience que nous. Mais il y avait une espèce d'atmosphère. Luang Prabang était je sais pas, il y a quelque chose, il y a une énergie dans cette ville qui est très cool, zen. Pourtant c'est une grande ville, mais ça semble pas comme une grande ville. Je sais pas, on a juste aimé la ville. Et on a rencontré des amis là aussi, en fait, une famille qu'on avait rencontrée, qu'on avait croisée en Namibie. On s'est recroisés à l'autre bout de la planète. Ah oui, puis des mois plus tard. Ah ouais, des mois plus tard. Ça a cliqué. Donc, on a passé la semaine avec eux. Donc, on s'est bien posé. On a bien aimé. Bah oui, j'imagine. Puis vous vivez la même chose une aventure qui est un peu la même. Donc, ça doit rapprocher beaucoup plus vite les gens. C'est clair. En fait, juste le fait que, évidemment, les enfants, quand on rencontre une autre famille qui parle français, il y a toujours quelque chose que les enfants, d'avoir des amis qui parlent la même langue, ça fait une super pause. Et pour les adultes, juste d'avoir d'autres adultes
avec qui discuter, mais ça fait du bien. Alors, je pense que... Et tu sais que l'autre famille est après exactement dans la même situation que toi, et donc nécessairement, il y a une espèce de... Je sais pas, il y a une magie qui opère à peu près toutes les familles qu'on a rencontrées. Et puis, je pense aussi que du fait qu'elles soient familles voyageuses aussi, tu sais, que sur un long terme, il y a des valeurs communes. Donc, nécessairement, il y a déjà des atomes crochus. Ça fait du bien. Ouais. Et après, on devait aller au Vietnam, mais on a décidé de quitter l'Asie, en fait, l'Asie du Sud-Est, juste parce que on sentait qu'on avait fait le tour. Les rizières, les temples, même si je sais que le Vietnam est complètement différent, mais on avait envie de vivre autre chose. Donc, on a regardé ce qu'il restait à faire sur notre to-do list et il y avait, Sébastien voulait faire un trek de plusieurs jours. Alors, on a identifié le Népal parce qu'une des familles voyageuses avait été au Népal. Il nous avait vraiment recommandé le Népal. Alors, on a dit, bah, allons au Népal. Alors, à un mois d'avis, on a booké les billets d'avion, on a trouvé un trek et on a fait un trek de 9 jours dans l'Himalaya. Ah ouais, 9 jours, c'est long. Ouais, c'était extraordinaire. En fait, le trek, techniquement, ce trek, la longueur se fait normalement sur 6 jours. C'est un trek d'une durée de 6 jours, mais on s'est dit, avec les enfants, on va les tirer pour être sûr de pas... On voulait pas trop les pousser. Au final, on aurait très bien pu le faire sur 6 jours parce que les enfants, ils sont... c'était moi qui traînais à l'arrière. Les enfants, ils sont tellement plus en forme que nous. Une journée de randonnée pour un enfant, ça allait. Et c'était un trek sur le balcon de l'Annapurna, donc il n'y avait pas de haute altitude. Puis, il y avait des 3500 mètres, je crois que c'était le maximum. Donc, il y avait pas ce facteur. Ça a été extraordinaire, évidemment. Le Népal, dans son ensemble, ça a été notre coup de cœur. De tout le voyage. Ouais. Tous les pays ont des coups de cœur, mais en tout cas, le Népal, je sais pas, ça a coché toutes les cases. Les gens, particulièrement au Népal, ils ont vraiment un désir de rencontre qui est très désintéressé. C'est pas le tourisme, c'est vraiment, ils ont envie de te connaître. Ils ont envie il y a une gentillesse, c'est les Népalais. Je sais pas si c'est parce qu'on était extrêmement chanceux, mais ouais, on a rencontré beaucoup de gens très touchants. Et la culture est extraordinaire, la nourriture était super bonne, très simple. Des dalbats, c'est des lentilles et du riz, mais savoureux, et tu peux manger ça tous les jours, ça va être différent au goût, mais c'est soutenant, c'était parfait. Il y avait des momos, des espèces de petits dumplings, c'est ça, des raviolis, en fait. C'est comme une pâte, elle peut être frite, elle peut être bouillie. Donc, ça, c'était super bon aussi. Donc, la nourriture était bonne, la culture était intéressante, les paysages, évidemment, les montagnes de l'Himalaya, c'est à couper le souffle. Et on a été invités sur les réseaux sociaux, un Français qui avait une petite auberge dans un village isolé. Il nous a invités à venir nous visiter. Et on se dit, ouais, pourquoi pas. Donc, on a accepté et on s'est retrouvés dans un bus, un bus népalais tout déglingué, qui était sur puis là, monter des pistes de montagne où tu vois le précipice. Ça fait, t'es à des heures de la ville et tu dis, mais là, on a accepté une invitation par les réseaux sociaux. On n'a aucune idée de ce qui nous attend. Est-ce qu'il va même être là à nous attendre? On se dit, ouais, on se donne rendez-vous à tel arrêt de bus. Alors, on embarque sur le bus. En route, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? En fait, c'est un drôle de sentiment où ta tête, ton côté rationnel, tu te dis, mais vous êtes complètement débile de traîner vos 4 enfants, là. Mais t'es loin de toute civilisation. T'es vraiment loin. T'as aucune garantie de ce qui t'attend. Mais en même temps, d'avoir cette espèce de certitude non, cette espèce d'instinct de voyageur qui dit, mais non, j'ai aucune alarme, je le sens, c'est tout. Et de se fier à ça. Donc, dans la tête, il y a ça, c'est comme une espèce de discours, mais vous êtes complètement barjot. Et puis, on est arrivé là-bas et il était là. Claude, il nous attendait. Et ce petit village qui est relié par la route, en fait, depuis seulement 2 ans. Donc, il était complètement isolé. Tout se faisait à pied avant. Et il a cette petite auberge. Et lui, il a une association qui fait des micro-actions pour aider ce petit village. Donc, il a la petite auberge et il engage... c'est des chambres, en fait. Et il engage des jeunes pour venir faire des repas et tout ça. Les jeunes, il organise des treks, donc ils peuvent être guides. C'est des petits trucs comme de fournir de la peinture aux gens pour peinturer les maisons, ce qui fait qu'ils ont développé une espèce de fierté de leur maison. Et
du village, donc ils se mettent à ramasser les déchets. Tu sais, c'est des petits trucs comme ça. Ouais, c'est bien. Son association paie le repas aux enfants à l'école le midi. Ce qui fait que, bon, chaque enfant a au moins un repas soutenant tous les jours. Ce qui fait aussi que les parents qui ont besoin des enfants dans les champs, mais là, ils envoient les enfants à l'école parce qu'ils savent qu'ils vont avoir au moins un repas nutritif. Et puis, ça coûte presque rien, tu sais, fournir ce repas. Tu sais, c'est des interventions minimes, mais qui permettent à la communauté, tu sais, de se développer. Donc, j'ai vraiment aimé, c'est comme la façon d'interagir avec la communauté. Puis, évidemment, on est arrivé là. Les enfants sont venus réquisitionner nos enfants, donc on les a plus vus de la semaine. Ils sont partis. Le matin, les enfants, avant de venir à l'école, ils attendaient impatiemment que mes enfants se réveillent pour jouer avec eux. On est allé à l'école avec eux. Il y a eu un super beau contact. Fait que, ça, c'était un moment absolument pas prévu où on a fait confiance et ça a été magique pour toute la famille. Ah, ça fait presque des frissons, tellement c'est beau. Et après ça, il y a eu l'Égypte après ça, il y a eu Oman. Il y a eu Oman avant. Après le Népal, on est allé à Oman. Choc des cultures encore. Ah oui, totalement. Ce qui était bien à Oman, c'était cette espèce de liberté où à Oman, le camping sauvage est permis partout. On peut planter la tente. Donc, on loue la voiture, l'équipement de camping et on part. Très peu de touristes. Les Omanais ne font pas de camping et vont très peu sur la plage. Donc, on avait des endroits, c'est arrivé sur une plage magnifique près d'un désert et on a l'endroit à nous tout seuls. Tu plantes ta tente, ben voilà. C'est génial. Ouais, alors tu visites le pays comme ça, extraordinaire. Les Omanais aussi, c'est très conservateur comme culture, mais ils sont d'une gentillesse et d'un accueil. Ils ont vraiment envie, ils sont contents que tu visites leur pays, ils sont contents de te rendre service, un accueil. Vraiment, ça a été un beau contact. Évidemment, avec les femmes, il n'y a pas eu de contact parce que les femmes sont très, très dans la maison. C'est très, très conservateur. On a quand même eu un super contact avec les gens là-bas. Et puis, c'est magnifique, les déserts. Tu sais, il y a un désert qui s'appelle le Sugar Dune, qui est les dunes en sucre. Parce que le sable, il est tellement blanc que c'est comme des montagnes de sucre. Comme du sucre. Ah ouais, c'est beau. Et puis on couchait. Puis ce désert, il vient mourir dans la mer en fait. Donc ça fait une plage de sable blanc. Et là, tu es tout seul, tu plantes ta tente et là t'as le désert pour aller courir et t'as la mer. C'est chouette quoi. De découvrir la culture. On est allé le marché aux bestiaux les éleveurs, en fait, viennent échanger les moutons, tout ça. Donc, c'est très, très tôt le matin, donc au lever du soleil dans le marché. Et là, il y a cet échange. Ils sont tous dans leur habit traditionnel. C'était super intéressant. C'était comme puis toi, tu viens juste observer, en fait, mais d'être plongé dans cette effervescence, de les entendre négocier les animaux. C'est super intéressant. Me plonger dans une autre époque, en fait. Ça se fait aussi en Égypte, pour y avoir, alors pas assisté, on y était allé juste à la fin et moi j'avais eu un peu de mal avec ça, mais ouais, tu as l'impression que tu es revenu 200 ans en arrière, et pourtant c'est encore bien présent. Ouais, donc voilà, Oman, une belle surprise aussi. On n'avait pas d'attente particulière. On nous avait, encore une fois, une famille était allée, ils avaient adoré. On nous dit, OK, on va aller à Oman. C'était bien. Et après, ça a été l'Égypte. L'Égypte avec les pyramides, les temples. On a eu la chance d'aller dans le désert blanc où on a été camper avec des Bédouins. Parce que l'Égypte, c'était bien, mais il y avait ce surtourisme aussi là et une espèce de relation assez difficile avec le tourisme où le touriste est vraiment vu comme un portefeuille et tout se monnaie, tout service. Et là, il n'y a aucun service désintéressé. On te montre un endroit, on te prend une photo, on te demande d'argent. Et c'est quelque chose qu'on avait peu connu pendant le voyage, donc on a trouvé ça un peu difficile. Il y avait peu de moyens d'entrer en contact avec les gens parce qu'il y avait toujours cette question d'argent partout, tout le temps. Et le harcèlement aussi dans les rues, de toujours des gens qui viennent te vendre des trucs. Donc, autant on a adoré, c'est extraordinaire à visiter cette histoire. L'histoire est magnifique. Incroyable de voir des momies, ou d'aller dans les pyramides. On est rentré dans les pyramides, même s'il n'y a rien concrètement à voir, l'ambiance, il y a cette histoire, il y a quelque chose ouais, de spirituel. Assurément, ça vaut le coup.
Mais on a eu un choc aussi en arrivant en Égypte. Mais le fait d'aller dans le désert avec les Bédouins, où là, il n'y a absolument pas cette attitude, où là, on était vraiment avec eux et le désert blanc est complètement surréel, ça nous a réconciliés. C'était bien d'avoir cette parenthèse-là exactement, aussi. Exactement. De sortir, en fait, partout dans tous les pays, quand tu restes sur le sentier touristique, ben, c'est ça. C'est un sentier touristique, tu as le contact avec les touristes et avec les locaux. Je crois que les locaux qui font affaire beaucoup avec les touristes développent comme une autre personnalité où la relation elle est rarement sincère. Alors que dès que tu sors des sentiers battus, là, tu peux vraiment avoir un contact plus authentique. Alors, après l'Égypte, on est rentré à la maison, faire un petit saut à la maison et après, on est allé en Équateur. Alors, l'Équateur, on a fait les Galapagos, que je voulais visiter depuis, en étant un plongeur. C'est oui. pour moi un endroit que je voulais visiter depuis super longtemps et bon, je n'ai pas été déçue. Les fonds marins étaient extraordinaires. C'est très cher, par contre. Les activités sont très chères, donc il fallait bien les choisir. Mais ça valait absolument le coup. Avec beaucoup de touristes? Oui, mais ça nous a pas dérangés, en fait. Il n'y avait pas tant de touristes. On n'était pas dans une croisière, donc, tu sais, nous, on avait eu moyen de trouver des petits hôtels, des petites auberges, donc ça se faisait bien. Les îles Galapagos, c'est de la nature, donc, tu sais, il n'y a pas tu vas pas là pour la culture des gens. Les gens sont là pour les touristes, en fait. Donc, ça nous a moins dérangés. Et puis bon, quand tu es dans l'océan, ben, t'as la paix, quoi. On a vu des requins marteaux, on a vu, c'était magnifique. Et là, les deux grands plongeaient avec toi? Non, pas au Galapagos parce qu'on faisait des plongées plus en profondeur. Eux, ils faisaient snorkeling. Fait que quand on faisait du snorkeling, oui, mais quand on a fait de la plongée bouteille, c'était des plongées un peu trop techniques. C'était trop ouais, trop c'est bas. ça. Et je suis allée nager avec les otaries, ça c'est bien, c'est bien. Ils sont venus me voir, en fait, je faisais du snorkeling tranquille, les enfants étaient restés avec Sébastien au quai, puis moi je faisais un dernier petit tour comme ça au coucher du soleil. Et là, il y a 3 petites otaries qui sont venues vraiment jouer avec moi pendant une demi-heure, à faire des pirouettes. Et ouais, c'était super. Beau contact avec la nature. Ensuite, on est allé dans les montagnes, voir un peu les montagnes. Et après, on est allé dans une tribu Achuar qui est en Amazonie. Donc, ils vivent complètement isolés sur le bord d'une rivière dans le bassin de l'Amazonie. Pour se rendre, il a fallu prendre un petit avion. On est arrivé sur une piste de terre dans le milieu du village parce qu'il n'y a pas de route. Et ils vivent vraiment de manière traditionnelle. Donc, la plupart des maisons n'ont ni mur ni plancher. Donc, c'est des toits en chaume avec plancher de terre battue. Ils se peignent encore le visage tous les jours. C'est pas un rituel pour touristes, c'est vraiment ce qu'ils font tous les jours. Et puis, ils se servent de la jungle pour tout, en fait. C'est leur subsistance, autant pour la nourriture, la spiritualité, la pharmacie, tout ça. Et eux, ils ont fait le choix d'accueillir, ils ont construit une espèce de petite auberge, c'est pas une auberge, c'est des chambres en fait, avec des murs, avec des vrais lits et des murs. Plus adaptés en fait. Et ils ont une espèce de petit restaurant, donc ils cuisinent pour des groupes, mais ça a été leur choix parce que, évidemment, aujourd'hui, ils ont besoin d'argent pour l'éducation, ils ont besoin d'argent pour les soins de santé, aujourd'hui, ils veulent avoir accès à des téléphones, avoir accès un peu donc ils ont besoin d'argent. Donc la façon, c'est le choix qu'il leur reste, c'est souvent de vendre à des compagnies d'exploitation pétrolière ou minière. Donc, c'est de détruire leur environnement. Et eux, ils ont fait le choix du tourisme, mais c'est un tourisme limité, donc ils accueillent des groupes comme ça. Donc, ça permet de faire vivre la communauté. Encore une fois, je trouve que c'est une belle façon d'avoir un échange. Et encore une fois, on est arrivé là, les enfants, ils ont été réquisitionnés, on les a perdus pour la semaine. Vraiment un beau contact. Et comme toujours, avec des enfants, eux, ils sont comme le pont. Par le jeu, c'est un langage universel. Donc, ils se comprennent, ils jouent, les amitiés se forment instantanément. Du coup, les parents, ses copains, on a une espèce de façon de se comprendre, de dire... Donc, ça crée des liens. J'ai pu avoir des discussions. C'était super intéressant de se rendre compte que même si leur façon de vivre est à milieu de notre façon de vivre, fondamentalement, les préoccupations des parents sont les mêmes. Ils se soucient de l'environnement, ils se soucient de l'avenir de leurs enfants, des mauvaises influences, de comment s'assurer qu'ils aient un meilleur avenir, comment les protéger. Donc, c'est intéressant, nos préoccupations sont quand même universelles, même dans des milieux complètement différents.
Encore une belle Encore expérience. une belle expérience. Et on a terminé avec la Colombie. On a fait 2 semaines en Colombie. C'était un petit saut avant Oh, le... hyper court! Ouais. C'est ça le problème quand on... Ben, parce que nous, on essayait vraiment de rester 1 mois dans chaque pays. Tu sais, pour nous, moins d'1 mois, tu sais, c'est vraiment la façon de bien connaître un pays. Ça prenait au moins 3 semaines. Après 3 semaines dans un pays, quand tu arrives dans un pays, il y a toujours une période d'adaptation. Donc, tu es en adaptation, mais après 3 semaines, il y a une espèce de confort qui s'installe où vraiment tu peux profiter du pays, où vraiment tu comprends beaucoup de choses, tu fais plus de liens. Donc, ouais, 1 mois, c'était un bon moment. Et puis, chaque pays, on aurait passé beaucoup plus qu'1 mois. Maintenant, quand on veut aller en vacances quelque part, mais 2 semaines, mais... Pourquoi faire? Ben oui, c'est trop court. Mais là, c'était 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Vous avez plus le temps? Voilà, parce que l'école recommençait. Il fallait retourner à Montréal. Donc, on a passé 2 semaines en Colombie. Donc, on a fait que le nord de la Colombie. Donc, on a fait jusqu'à la pointe dans le désert. Toujours un désert ou une rando ou une montagne quelque part? Oui, ça, c'est voyager. Les grands espaces? Les grands espaces. On n'aime pas les villes, en fait. On s'éloigne des villes le plus possible. Parce que des villes d'un pays à l'autre, ça se ressemble, c'est le même truc. Tu vas retrouver les mêmes boutiques, les mêmes restaurants. Tu retrouves le même espèce d'oppression que tu trouves dans toutes les villes. Oui, il y a plein de différences, mais pour moi, aller voir un pays, c'est aller voir les grands espaces. La beauté, elle est là pour moi. Pour notre famille, c'est les grands espaces. Bon, et comment on rentre après ces 15 mois autour du monde? Quel état d'esprit vous avez? Comment sont les enfants? Ben, les enfants, eux, ils sont retournés à l'école comme si de rien n'était. Ils étaient super excités de retourner à l'école, de retrouver les copains. Et pour eux, c'est une autre aventure qui commence. Donc, et comme Léo disait, on lui a souvent posé la question, mais est-ce que c'est difficile de retourner à l'école? Il dit, mais on a eu des changements, tellement de changements dans les dernières années que retourner à l'école, c'est comme un autre pays. C'est recommencer. Ils sont tellement habitués de s'adapter. Quand tu voyages sur une si longue période, de s'adapter devient une seconde nature. Donc, aller à l'école. Puis aujourd'hui, peu importe où on va, souvent, ils vont embarquer dans la voiture, dans l'avion, puis on s'en va où? Ils ont plus ce stress. Ils font confiance. Ils savent que ça va bien aller. Mais pour les parents, le retour a été plus, comme n'importe quel. Et tu le sais, c'était pas la première fois qu'on revenait de voyage. Tu sais que ça va être difficile. Mais bon, ça a pas été plus facile qu'on se pensait. Est-ce que ça a vraiment, enfin, j'en suis sûre, mais je te pose quand même la question. L'objectif était atteint de ce voyage, de leur en mettre plein les yeux? En fait, beaucoup plus. On partait avec un objectif qui est assez simple, en fait, de les mettre plein leurs yeux. Mais ça, après 5 semaines, c'était accompli. On avait déjà tellement rempli de souvenirs que tout le reste, mais ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est tous les apprentissages. C'est à quel point ils allaient devenir plus résilients, à quel point ils allaient plus apprécier leur vie ici. C'est facile, tu dis, je vais avoir un handicap de se concentrer là-dessus, mais quand tu peux voir que il n'y a pas que ça dans la vie, toi, tes conditions de vie sont quand même extraordinaires comparées à 3/4 de la planète. Il y a tellement de choses où tu es tellement privilégié dans la vie, mais il y a ça que tu peux regarder. Aussi, tous ces moments en famille qu'on n'avait pas nécessairement vus comme un cadeau. Passer 24 heures sur 24 avec les enfants, ça a été à la fois le plus difficile dans le voyage. Ça a été difficile, mais ça a aussi été le plus beau cadeau. Parce que, on se rend compte à quel point, dans notre quotidien, on passe très peu de temps de qualité ensemble. On vit dans une même maison, mais entre l'école, les devoirs, les activités, les tâches ménagères, on se voit, mais pour faire des tâches, dans le quotidien, de faire des activités ensemble, de vivre des épreuves ensemble, de vivre des moments difficiles ensemble. On les vit, mais chacun de notre côté dans le quotidien. C'est rare qu'on fait face à des défis ensemble. Et ça, de le faire pendant 15 mois, c'est extraordinaire ce que ça crée comme lien, comme souvenir. C'est des choses qu'on n'avait pas prévues ou planifiées, mais c'est un beau cadeau. Bon, on va passer au guide pratique. Déjà là, je dois faire un aveu, mais c'est tout ce qui est dans la planification des hôtels, tout ça, c'est Sébastien. C'est Sébastien. C'est Sébastien qui est le chef organisateur. Et ça, c'est un de mes conseils, d'avoir chacun son ministère. Lui s'occupait des réservations, moi je m'occupais de l'école, je m'occupais des bagages, je m'occupais de tout ce qui touche la santé. Et lui s'occupait vraiment des réservations, de la planification. D'être 2 à planifier, 2 à faire des recherches, c'est dédoubler le temps. Donc, vous avez bien raison et je pense qu'effectivement, c'est un très bon conseil. Chacun sa partie. Chacun sa partie. Et si c'est trop lourd,
moi, je suis extrêmement chanceuse parce que Sébastien, il adore ça, mais si c'est trop lourd pour une personne, alors on se dit, ben, toi, tu fais cette région ou ce pays, toi, tu fais ce pays. Donc, pour pas lire les mêmes blogs, rechercher les mêmes trucs et retrouver la même information 2 fois. Bah, de la même façon, quand tu dois t'occuper de l'école, c'est pas simple non plus, donc ça peut être aussi, chacun son tour. C'est ça. Mais j'ai déjà vu ça, souvent chez, les gens qui partent sur des longs voyages. Les tâches sont vraiment bien définies parce que sinon, ça devient compliqué à gérer, sur la longueur. Ouais. Combien de kilomètres vous avez parcouru? Selon Sébastien, 40 500 kilomètres. Mais bon, on n'a pas calculé. Au kilomètre près? Ouais, je crois que c'est plus à vol d'avion qu'on a essayé à majorité de faire plus que possible par voie terrestre. Donc, on a essayé de réduire. Il a fallu prendre des avions parce que les plans ont changé, mais 4 500 kilomètres, c'est ce qu'on aurait fait. Avant de partir, est-ce que vous avez eu à remplir des formalités particulières? Il y a des documents dont vous aviez besoin et que vous avez préparés à l'avance? Non, à part les certificats de vaccination parce que c'était la COVID et là, ils demandaient plein de trucs. Il n'y avait pas... fallait avoir le certificat de naissance des enfants traduit en anglais. C'est une traduction officielle. Mais on nous l'a jamais demandé. Mais il y a certains pays qui demandaient ça. Mais au-delà de ça... Mais je crois que la Namibie, d'ailleurs, Oui, je crois demande ça. d'ailleurs, c'est la Namibie. Ce sont eux. Ouais. Je crois ailleurs aussi, mais il me semble la Namibie, c'était ça, mais ils n'ont jamais demandé à voir le fameux document qu'on a traîné pour rien. Sinon, non, on faisait tout au fur et à mesure. Tout ce qui est visa, tout ça, on faisait en ligne quand il y avait des visas demandés. La plupart du temps, ça se fait soit en ligne, soit à l'arrivée, même à l'aéroport. Vous avez fait des vaccins quand même avant de partir? Oui. Ben, comme on ne savait pas où on allait aller, on a fait tous les vaccins possibles. C'est comme ça, on était blindés. Donc, vous étiez tranquille. Ouais. Pour les valises, vous avez fait comment? Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que Sébastien et moi soyons capables de transporter tous les bagages tout seuls. C'était notre limite, en fait, parce qu'avec 4 enfants, on voulait pouvoir, et idéalement avoir une main libre pour tenir un enfant, parce que des enfants, quand tu confies des valises à un enfant, c'est en fait, des jeunes enfants. Oui, des petits, oui. Oui, mais même 7-8 ans, il suffit que il y a des trucs à monter, qu'ils oublient les valises. Ça fait des items à gérer en plus, mais ça fait aucun sens. Si tu dois avoir ta valise, surveiller les enfants et les valises des enfants, et là, ils restent pris sur une chaîne de trottoir, toi, t'as tes voyages. Non, il fallait que eux, ils avaient chacun un petit sac à dos de jour où ils mettaient leurs trucs d'école, leurs petits jouets, tout devait rentrer là-dedans. Donc, ils avaient la veste, la casquette et une gourde, tout ce qu'ils pouvaient avoir besoin dans le bus, par exemple, ou dans l'avion. Donc, c'était là, vraiment leur petit sac de jour. Ça, c'était leur truc. Ça, ils traînaient tout le temps. Et nous, on avait un gros sac à dos. Sébastien avait un gros sac à dos. Et on avait 2 valises à roulettes. Une bagage de cabine, l'autre, c'est sac à dos, sac à roulettes. Il y a souvent un débat sac à dos, sac à roulettes. Honnêtement, nous, ils faisaient les deux. On était capable de tout mettre sur notre dos, sauf la petite valise qui se transportait bien. Le nombre de fois où on l'a utilisé, je peux le compter sur le bout des doigts. C'est partout, tu roules. Sinon, c'est quelques escaliers. Même si on avait eu les roulettes passent honnêtement partout. Le sac à dos est pas... si tu voyages tout seul et que tu as moyen d'avoir un petit sac à dos, oui, c'est super parce que ça va bien, mais avec une famille, là où tu as à tout mettre dans les bagages, même si les enfants avaient eu des sacs à dos lourds, ben là, tu peux pas faire des grandes distances à pied. C'était beaucoup mieux d'avoir un truc qui roule où là, tu peux faire des plus grandes distances sans que les enfants soient épuisés. Donc, on a vraiment aimé le concept d'avoir, comme des petites valises, mais l'idée, c'est de s'en tenir au minimum. Ouais, c'est pas évident de savoir ce que c'est le minimum. Tu sais, ce que tu as besoin pour une semaine, tu n'as rien besoin de plus en voyage. Oui, c'est ça. Tu peux pas amener plus que ce que tu vas avoir besoin sur une semaine. Donc, sauf peut-être, dépendamment de la météo, des quarts de météo, mais encore là, au Népal, on n'était pas équipé pour le froid. On s'est équipé sur place. Il y avait des trucs pas chers. On a réussi à s'équiper. Donc, pour les imprévus, il y a toujours moyen de trouver partout. Donc, ça vaut pas le coup de traîner des trucs. Le seul truc qu'on a traîné, qui était un peu chiant à traîner, qu'on n'arrivait pas à trouver, c'est les masques de plongée pour les enfants. Donc, des petites grandeurs. Mes enfants ont des très petits visages. Même nous, on a des visages. Donc, adultes, c'était impossible. Et des grandeurs. Et tu sais, ça, c'est un truc que tu peux pas... s'il y en a pas qui font aux enfants, ils peuvent pas aller dans l'eau. Ça, c'était chiant. Donc, ça, c'est le truc. On a traîné 2 petits masques pour les enfants et on était contents de les traîner. Bah, tu vois, c'était la question que j'allais te poser après, c'est qu'est-ce qu'il faut vraiment pas oublier, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Bah voilà. Il y a peut-être pas que ça, mais... Moi, j'aime bien le paréo.
ça, dans mon sac de jour, d'avoir un paréo, ça sert à tout. Tu sais, autant ça peut servir de vêtements, ça peut servir de couverture. Quand tu es pris pour aller à la salle de bain dans un champ, ben, de mettre le paréo, c'est, quand tu es une fille, c'est super pratique pour se protéger du soleil. Donc, ça sert à tout. Tu sais, c'est mince, ça se transporte bien. Donc, ça, c'est toujours dans mon sac de jour. Et même chose pour les serviettes de bain. On avait des foutas qui étaient des serviettes de plage. En fait, moi, j'ai vraiment de la difficulté avec la microfibre. J'aime pas la texture et aussi je trouve que ça sèche pas si bien que ça et ça sent quand tu sais que ça sent rapidement. Et les foutas, c'est en coton, c'est tout mince et justement on peut s'en servir parce que c'est tout mince, ça sèche vite et on peut s'en servir comme couverture ensuite. Donc c'est plus versatile qu'une serviette. Ah, mais c'est super conseil. La fouta et les paréos. Une chose qui nous a servi qu'une fois dans le voyage, que j'étais bien contente, c'était des sacs, un sac Ziploc en plastique. J'entraînais toujours dans mon sac de jour depuis le début du voyage. Je m'en étais jamais servi. Et quand on est reparti la deuxième fois, je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi je traîne ça? Puis à la dernière minute, je me suis dit, bah, ça pèse rien, ça prend aucun espace. Ça c'est sûr. Ils sont déjà là, tant qu'à les jeter, je vais les garder dans le sac. Et quand on a eu que j'ai pas raconté d'ailleurs mes aventures dans le téléphérique, il n'y avait pas de toilette. On était pris, donc ça nous a un peu sauvé la vie d'avoir des sacs en plastique. Donc, le sac en plastique pour le vomi, et pour tout. Ça peut servir, des maillots mouillés, ça peut servir dans un paquet de trucs, mais voilà, pour se dépanner. Et l'autre truc que j'ai bien aimé avoir sur un long voyage, c'est des plats en silicone qui s'écrasent. Parce que souvent, quand on avait des longs trajets de bus, il y a beaucoup d'endroits où les sandwichs n'existent pas et qu'on voulait se faire un lunch. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une salade avec des légumineuses, des trucs. Donc, d'avoir ce plat pour pouvoir se faire des lunchs, pour pouvoir mettre de la nourriture ou garder des trucs. J'en avais 2, ça prend pas de place. Et ça, on a trouvé ça, on l'a vraiment utilisé souvent. Ça et des couverts de camping qu'on gardait dans le sac pour éviter d'avoir des trucs jetables aussi. Donc, ça, c'était les trucs qu'on trouvait bien pratiques. Savon aussi. Savon de Marseille pour nettoyer dans les vêtements, dans les lavabos, les taches. Et puis aussi, c'était un savon, un savon qui peut servir pour laver la vaisselle, le linge, tout ça. Donc, ah oui, multi-usage. Ouais. Bah oui, le savon de Marseille se sert de toute façon. Ouais, exactement. Et au contraire, est-ce que vous aviez quelque chose que vous avez traîné justement jusqu'au bout et qui ne vous a jamais servi? Beaucoup les jouets. On avait très peu, mais même les très peu, on avait quelques petits Legos. Des fois, ils s'en sont servis, mais pas beaucoup. Par contre, une liseuse électronique, un par enfant, c'était un essentiel. Ils ont tellement lu de livres, ça, c'était le divertissement. Et nous, on n'a pas d'écran, les enfants ne consomment pas d'écran, donc la liseuse, c'était essentiel pour le voyage. Et pour nous aussi, parce que, en tant qu'adulte, une fois que les enfants sont couchés, tu fais quoi? Tu lis. C'est le divertissement principal. Tu sais combien de livres vous avez lus? Ça serait intéressant, à peu près. Ah, j'ai aucune idée, des centaines probablement. Mais vraiment beaucoup, les enfants, c'était 2-3 livres par semaine, c'était fou. Hein. Puis nous, il y a moyen de louer les livres sur la bibliothèque locale, donc c'était extraordinaire. Hein. Je crois qu'on n'a même pas rappelé l'âge de tes enfants quand vous êtes partis. Quand on est partis, Laurent avait 4 ans, Colin avait 6 ans, Léo avait 9 ans et Mia 11 ans. L'âge parfait pour partir. Votre coup de cœur. Il y en a qu'un, tu peux pas tergiverser le coup de cœur de chacun. Moi et Sébastien, Népal. Je crois Léo, c'est probablement la Namibie. Mia, c'est Zanzibar. Et les garçons ont bien aimé faire du surf aussi, donc probablement l'Indonésie. Mais les enfants, honnêtement, à chaque fois qu'on leur pose la question, ils changent. Donc, ils changent, ouais, ah oui, c'est ça. Évidemment. Mais c'est bien. Ouais. Tu as commencé à en parler, j'allais dire, est-ce qu'il y a eu des loupés ou des choses qui sont pas passées comme prévu? Visiblement, oui. Ben ouais, c'est quand on était en Équateur, on est arrivé après un vol de nuit, on s'est dit on venait d'arriver et on était super fatigués, donc il faut occuper les enfants pour faire un truc, mais tout le monde est fatigué et on s'est dit là j'ai vu, c'est juste de marcher dans la ville, ça le faisait pas. Là j'ai vu une annonce pour le téléphérique, j'ai dit ça c'est parfait, on s'assoit, on va en haut, on prend des photos, on est en montagne, excellent. Alors on a pris le téléphérique, on a pris des photos, c'était magnifique, mais au retour, le téléphérique est arrêté. Alors, on est resté pris dans le téléphérique.
Puis tu sais, c'est un long téléphérique, donc on était loin de tout et on est resté 10 heures pris dans le téléphérique en pleine nuit, au milieu de nulle part. Puis c'est les pompiers qui sont venus nous chercher. C'est très long. Les pompiers sont venus nous chercher. Ça a été toute une expérience. D'ailleurs, j'ai filmé et c'est une des scènes dans le documentaire que les gens m'en parlent toujours de cette fameuse scène dans le téléphérique. Donc, ça a bien marqué les gens. Et tu l'as raconté sur les réseaux sociaux et je te suivais déjà à l'époque et je me souviens maintenant de cette expérience. Parce que c'est une expérience. Comment, enfin, en plus 10 heures c'est long, mais quand tu sais pas que ça va durer 10 heures et que tu n'as aucune idée de quand vont arriver les secours, c'est encore plus long. C'est interminable. Est-ce que vous avez eu peur? Comment on vit ces 10 heures-là? En fait, je crois que parce que c'est arrivé à la fin du voyage, ça s'est bien passé. Tu sais, on en avait tellement vu de trucs je crois que tout le monde avait cette espèce de confiance-là de bon, ça va être chiant, mais on va s'en sortir. Tu sais, on passera pas notre vie là-dedans. Notre vie n'était pas en danger immédiatement. Bon, on n'avait pas beaucoup d'eau, on avait froid, mais c'était pas une urgence critique pour nos vies. C'était un inconfort. Donc, ouais, ça s'est bien déroulé. On avait accès au réseau. Donc, on faisait des lives sur Facebook. Les gens nous envoyaient des blagues. Tu sais, je me rappelle, il y avait bon, tu sais, au début, c'était très drôle. C'est devenu moins drôle par la suite. Mais, et je crois que le fait que moi, je filmais m'a permis un peu de prendre du recul. Donc, je voyais, tu sais, comme de me sortir du moment présent, de le voir de l'extérieur. Et bon, voilà, c'était chiant, mais c'était pas... ça fait une bonne anecdote à raconter, quoi. Et ça fait une super belle scène dans le film, donc. Ouais, clairement. Et les pompiers qui viennent vous chercher, c'est un moment pas commun non plus, pour le coup. Ouais. Ouais. Finalement, ça a bien été parce que l'idée, c'est qu'ils venaient nous chercher. On devait descendre en rappel et après ça, avoir plusieurs heures de randonnée dans la jungle en pleine nuit, alors que mes enfants ne voient pas dans le noir. Tu sais, en jungle, en Équateur, tu sais, dans un terrain super accidenté, là, pas dans... Ça me tentait moins. Et finalement, quand il est arrivé sur la cabine, ils ont réussi à redémarrer le téléphérique par je sais pas quel... Alors, on a pu redescendre dans le téléphérique. Dieu merci. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es pas senti en sécurité, où ça a été un sujet? Non. Un pays particulièrement? Non. Non, pas... tu sais, des petits moments, mais non, pas vraiment de moments où je me sentais pas en sécurité, en fait. C'est pas arrivé. Quelle spécialité culinaire tu vas garder? Le pays où vous avez vraiment le mieux mangé? Étrangement, c'est le Népal. Je pense que j'avais aucune attente. Tu sais, il y a plein de pays, tu sais, la Thaïlande, c'est extraordinaire, mais vraiment, le Népal, je sais pas, c'était tout simple comme nourriture, mais toujours savoureux, tu sais, les momos, le pain tibétain. Tu sais, c'est sûr que ce genre de trucs, c'est pas nécessairement bon, mais le fait qu'on le mangeait le matin alors qu'il faisait très froid, puis qu'on venait tu sais, qu'on se préparait à randonner, puis là, ils font cette espèce de pain et tu le manges avec du miel. Je sais pas, il y a quelque chose de magique dans ces plats tout simples que j'en refais des fois à mes enfants. C'est un pain tout simple, cuit dans l'huile, tu sais, mais je sais pas, il y a quelque chose de réconfortant. Donc, le dal bhat, je sais pas, il y a quelque chose. Donc, la nourriture du Népal est dans mon cœur, comme le reste du pays, en fait. Pour les hébergements, le top et le pire, ça a été quoi? Le pire, c'est une auberge de jeunesse sur l'île de Maboul, en Indonésie. C'était sale, il n'y avait pas de... Tu sais, des fois, on arrivait, ils disaient assis. On mangeait, déjà, la nourriture n'était pas très bonne. Ils disaient, on mange à 19h, disons. Et puis là, ils sortaient la nourriture 20 minutes après. On arrivait à 19h, il n'y avait plus rien. C'était vraiment pas propre. Il y a des endroits sales, il y a des endroits très sales. Ça, c'en était un. Et le meilleur, bon, à part évidemment le Hilton, qui est comme dans une catégorie à part où tu arrivais et tu avais un menu d'oreiller pour choisir ton oreiller. Attends, moi, j'ai juste besoin d'eau chaude et toi, tu me donnes un menu d'oreiller. Attends. C'est sûr que ça, c'est une classe à part. Mais honnêtement, moi, tous les campings sur le bord de la plage avec des vues à Oman, on a campé juste sur le bord d'un immense canyon. Ces endroits-là sont extraordinaires. Côté budget, comment on fait pour partir 15 mois? Comment on finance? Vive avec un comptable, ça aide parce qu'il est bien serré, on va choisir, il magasine les prix. Mais on a eu beaucoup de chance parce que pour financer ça, on a après
un an avant de partir, non, quelques mois avant de partir, Sébastien travaillait pour une compagnie, il avait des parts dans la compagnie et elle a été vendue. Donc, ça nous a vraiment fait un espèce de petit cadeau de la vie qui nous disait, ben, allez, vous pouvez réaliser vos rêves. Donc, on partait sans avoir à s'endetter, ce qui vraiment a ôté un gros poids sur les épaules. Et on a loué la maison, mais on n'avait pas une obligation. Tu sais, dans le temps de COVID, c'est compliqué aussi d'essayer parce qu'on ne savait pas si on revenait. On a quand même réussi à louer la maison. Mais tu sais, on s'en tenait à un budget. Sébastien avait un $200 US par jour. C'est sans les gros transports, là, mais dans les pays, $200 US par jour, on arrivait à s'en tenir. Ben, évidemment, chaque pays est différent, donc ça dépend, mais au total, ça revenait à peu près à 7 moyennes, ce qui était très peu, mais on est arrivé. Votre prochaine destination en famille? Ben, cet été, on reste au Québec. On va aux îles de la Madeleine, entre autres, qui est des petites îles perdues dans le golfe du Saint-Laurent. C'est un endroit des plages. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Donc, on visite beaucoup le Québec cet été. On va faire de la randonnée au Saguenay. On va faire 3 jours de randonnée en autonomie. On reste au Québec, mais après, on aimerait bien faire Madagascar dans les prochaines années, mais à voir. On a tellement rajouté de destinations. Et en même temps, on a un peu découvert que, moi, tu me dis, n'importe quel pays, j'y vais. Je sais que ça, tu sais, j'ai des petites préférences, mais il y en a plein que j'aimerais faire. Mais peu importe celui que je vais faire, je sais que ça va bien. Et même si je vais pour une raison rester au Québec, on est super chanceux. On a tellement de nature proche, on a tellement de beaux paysages que ça serait correct aussi. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? J'aimerais bien le Malawi. On avait essayé de passer par le Malawi. J'avais vu des gens qui étaient allés, puis de voir les photos sur le box, ça me parlait. J'avais envie d'aller au Malawi. Je sais pas, ça me parle. J'avais envie de découvrir le Malawi. Les pays d'Afrique, en fait, je trouve qu'ils sont peu parlés, en fait, dans les destinations touristiques. Puis il y a tellement à voir, c'est tellement de culture à voir aussi. Donc, j'ai 2 épisodes. En fait, c'est une famille qui a fait 3 ou 4 ans en itinérance en Afrique. Et donc, ils ont visité beaucoup de pays. Je ne mettrai pas ma main à couper qu'il y en fait partie, mais en tout cas, je ferai un appel à conversation pour aller découvrir ce pays plus en profondeur. Dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça représente quoi pour toi de voyager en famille? Le contact avec les gens. Donc, de voyager en famille, les enfants sont vraiment un pont extraordinaire à faire des rencontres. Et aussi, ils ont cette façon de nous faire découvrir leur vision du monde. Tu sais, les enfants sont émerveillés par des choses souvent totalement différentes de nous. Quand on prend le temps de voir le monde à travers leurs yeux, ça permet de voir tout un autre aspect du monde qui nous entoure qu'on ne verrait pas si on n'était qu'avec des adultes. Donc, c'est un beau cadeau de voyager avec des enfants. On est perçu différemment en tant que touriste. Puis j'ai voyagé avant d'avoir des enfants et autant c'est sûr que c'est plus lourd, c'est plus d'organisation, c'est plus fatigant d'une certaine façon, mais pour moi, il y a plus de magie de voyager avec des enfants. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as fait un documentaire de cette belle et grande expérience. Bon, j'ai pas fait le documentaire, j'ai participé, Oui. J'étais le sujet du documentaire. Mais tu l'as fait, toi en tant que personne, okay. Tu étais dedans. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, ça s'appelle Blink et il est maintenant disponible en France depuis, je crois, 1 semaine. Il est disponible sur Disney+, ça s'appelle Blink. Ouais. Ça a été réalisé par National Geographic. Vraiment, on est super content du résultat. C'est un beau film, il est touchant et il est pas dans la tristesse et il représente, je trouve qu'ils ont vraiment capturé l'essence de ce qu'on est en tant que famille et ce qu'on a fait comme voyage. Donc, un beau documentaire à voir et les enfants, ils adorent le documentaire. Donc, à voir avec des enfants. À voir idéalement en version originale, le sous-titré plus que la version traduite parce que voilà. Le doublage, c'est pas moi qui ai fait le doublage, donc c'est un peu, voilà, en version originale. Il faut toujours regarder en version originale de toute façon. Et il y a un livre aussi. Ah oui, ça c'est mon projet, ça c'est mon bébé. Mais oui! Qui s'appelle Plein leurs yeux, qui est aussi maintenant disponible en France, dans presque toutes les librairies. Donc, ça s'appelle Plein leurs yeux. Et je raconte le voyage, mais par thématique, en fait. Donc, je suis super contente du résultat et
Et c'est aussi un livre que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont lu, puis ils ont été touchés. Donc, je suis contente aussi que ça touche autant les jeunes que les adultes. Donc, oui, je raconte le voyage, mais je parle aussi des apprentissages qu'on a faits. Et c'est un peu le récit, mais sans être beaucoup mes réflexions par rapport à ce voyage et les anecdotes. Et voilà. Je me rends compte que j'ai oublié pour le guide pratique la gestion de l'école. Comment tu as géré l'école pendant ces 15 mois? C'est moi qui a fait l'école à la maison. On s'en est tenu au minimum. On enseignait le français et l'anglais. Et bon, c'était une tâche, pas facile, mais on y est arrivé. Et puis, ils ont repris l'école et évidemment, ça a super bien été. Donc, Comme si de rien n'était. Voilà. Et puis, les apprentissages qu'ils ont faits pendant le voyage, en dehors du français et des mathématiques. Et aussi, on est parti avec on se mettait pas de pression. On s'est dit, le pire qui peut arriver, c'est qu'ils vont revenir et ils vont devoir refaire une année. Et même s'ils refont une année, ça va faire quoi? Ils vont arriver à l'université 1 an plus tard dans une vie, mais par rapport à ce qu'ils vont vivre, mais c'est rien. Donc, il n'y avait pas de stress de l'école. On a amené les cahiers, on a fait de l'école, et puis voilà. C'est aussi mes enfants quand même de la facilité à l'école, donc ça allait. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Sur Disney+, avec le film, dans toutes vos bonnes librairies avec le livre Plein leurs yeux. Et j'ai aussi sur Instagram, Facebook, Plein leurs yeux. Il y a même un blog que je ne maintiens plus à jour, mais si les gens veulent lire tout le voyage, c'est pleinleursyeux.com. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Edith, pour nous en avoir mis plein les oreilles avec ce voyage extraordinaire autour du monde. Ça fait grand plaisir. À bientôt! À bientôt! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez écouter d'autres voyages, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. Et tout ça, gratuitement. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances et à ceux qui pensent que voyager avec des enfants, c'est trop compliqué. Si l'épisode vous a plu, si vous voulez partager un voyage ou découvrir une destination, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famille et voyage avec un S _blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.